Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, le dernier webinaire de l'année pour Dext sur les tendances 2022. Alors on est ravis de vous retrouver ce soir. Donc aujourd'hui vous êtes tous en train de préparer les fêtes de fin d'année, de finaliser vos cadeaux, etc. Mais ce soir on a déjà décidé de vous projeter sur 2022 et donc de vous partager quelles seront les grandes tendances que vous allez connaître dans le secteur de la comptabilité pour l'année prochaine. Et c'est un rendez-vous que l'on fait avec Dext chaque année pour vous présenter ce qui vous attend dans l'objectif de toujours vous accompagner pour préparer le futur. Alors ce soir, bien évidemment, c'est pas moi qui veux vous partager toutes les nouveautés pour cette année 2022. Il y a 4 intervenants d'exception que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais juste avant, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver et juste pour que tout le monde soit au fait sur comment on va procéder, je vous fais un petit point technique. Alors première question, oui, il va y avoir un replay. Le replay, vous allez le recevoir demain dans vos boîtes mail et en complément, il sera disponible également sur YouTube dans quelques temps, sûrement à partir de demain. Et également, au mois de janvier, on va également faire un article sur le blog de Dext qui va récapituler tous les points que l'on a vus aujourd'hui. Et la deuxième question, donc sur les questions justement. Donc, on a 4 thèmes ce soir qu'on va traiter. N'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure, puisque à chaque fin d'un thème, on va garder 5 minutes pour justement répondre à vos questions. Donc, c'est moi qui vais réceptionner vos questions et je vais les passer aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à faire un petit test en envoyant un petit bonjour, etc. pour me dire si vous maîtrisez bien l'outil. Et comme ça, on fera vos questions au fil de l'eau. Eh bien, sans plus attendre, on va passer à la présentation des 4 intervenants qui vont être avec nous ce soir. Eh bien, Julie, je te laisse l'honneur pour te présenter. Merci beaucoup Aurore, et puis je remercie aussi Dext du coup d'avoir pensé à moi pour cette tendance 2022, puisque sans trop m'avancer, je pense être la plus jeune intervenante dans ce webinaire, donc c'est vraiment super sympa d'avoir pensé à moi. Du coup, si aujourd'hui je participe à ce webinaire, c'est en tant qu'expert comptable stagiaire. Donc moi je suis dans un cabinet Impulsa qui est situé à Paris en Île-de-France. Également, donc j'anime un blog pour les étudiants en compta. Donc voilà, moi les thématiques qui me portent le plus à cœur, c'est tout ce qui concerne l'attractivité, un peu le marketing également que je développe sur LinkedIn. Super, merci Julie. Stéphane, je te laisse continuer. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, Stéphane Reynaud, je suis expert comptable. J'ai un cabinet plutôt de consulting pour la profession. Puis également, je suis directeur d'une publication qui s'appelle La Profession Comptable, qui est à la fois une revue et un site web. Et donc, c'est avec grand plaisir que je participe aussi ce soir à ce webinaire. Super, on est ravis de t'accueillir. Philippe, je vais te laisser prendre le relais. Bonsoir, Philippe Barré, je suis expert comptable en région parisienne, donc j'ai une activité qui également s'est orientée plus vers l'accompagnement, la formation, le conseil, et donc je suis aussi l'un des fondateurs du think tank Les Moulins, qui publie régulièrement des études sur l'avenir, la prospective dans la profession, et voilà. Impeccable. Merci, et Florent, je te laisse conclure pour cette présentation. Et bonsoir, donc je suis Florent Dujardin, je dirige Dext France. Et donc à Dext, vous savez qu'on aide les cabinets à réussir leur transition digitale. En particulier, on travaille avec 1300 cabinets d'expertise comptable. Donc au jour le jour, on a la chance de voir comment ça se passe dans certains cabinets mieux que dans d'autres. Et on va essayer de pouvoir vous partager quelques astuces et quelque chose qui commence à prendre de l'importance en 2022. Super. Et pour ma part, donc, je suis Aurore, je travaille chez Dext en tant que directrice marketing. Et ce soir, je vais tout simplement faire la passation entre nos différents intervenants et être votre hôte pour la soirée. Alors, quand on a préparé ce webinaire, on s'est concentré sur 4 grands thèmes donc, que l'on va traiter un peu plus en profondeur ce soir. Donc, le premier, donc, ça sera l'évolution de l'écosystème. Vous l'avez vu, il y a beaucoup plus d'acteurs qui arrivent sur le marché de l'expertise comptable. Donc, on va un petit peu déblayer tout ça. Le deuxième, ce sera donc sur les nouvelles missions des collaborateurs et les nouveaux services, qui est un très grand enjeu pour la profession à l'aube de l'arrivée de la facture électronique. Le troisième thème, ce sera la réorganisation des cabinets et la gestion des compétences. Comment faire en sorte que les compétences évoluent en même temps que la profession va évoluer également. Et enfin, rendre son cabinet attractif
qui est l'une des questions majeures de la profession, comment attirer les nouveaux talents. Alors, on va tout de suite commencer avec une question toute simple pour chacun de nos intervenants. Alors, selon vous, je vais commencer par Philippe, du coup. Quel est l'enjeu, selon toi, pour l'année 2022? En 30 secondes, rapidement. Pour moi, l'enjeu 2022, c'est pas facile parce que comme d'habitude, je réfléchis à plus long terme. Donc en fait, c'est moins risqué parce que là, si je suis invité l'année prochaine, vous allez me dire ouais, mais tu t'es planté. Donc voilà. Donc bon. En fait, je dirais que l'enjeu 2022, c'est probablement les RH. Très bien, parfait. Stéphane, selon toi, quel est l'enjeu pour l'année prochaine? Je vais pas être original parce qu'en fait, je reviens des États-Unis où j'étais au Congrès américain et très clairement, que ce soit en France ou aux États-Unis, je pense que l'enjeu 2022, c'est un enjeu de conservation des talents et de développement des talents dans nos cabinets. C'est-à-dire que très clairement, ça rejoint l'idée de Philippe, la RH va être essentielle et aux États-Unis, on a des vrais problèmes de staffing d'équipe. Et donc, je pense qu'en France, ils vont nous arriver aussi en termes de RH. Donc, c'est vraiment un sujet majeur de l'année 2022. Parfait, très bien. Florent, selon toi, quel est l'enjeu 2022 pour la profession comptable? Alors moi, je dirais que l'enjeu majeur pour les cabinets, c'est la communication. C'est-à-dire que les cabinets qui vont réussir à communiquer ensemble, donc l'expert comptable avec ses associés, avec ses collaborateurs et les collaborateurs associés avec les clients, sont les cabinets qui vont réussir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui bougent. Et à chaque fois, on se rend compte de plus en plus que le frein, c'est qu'il n'y a pas eu de communication au bon endroit. Donc les cabinets qui réussiront à communiquer, et c'est très difficile, devront réussir l'année 2022. Parfait. Et enfin, Julie, quelle est ta vision pour l'année 2022? Alors du coup, moi, je partage totalement la vision de Philippe et Stéphane au niveau des RH, mais moi, je verrais même plus au niveau plus global, en fait, au niveau de l'attractivité de la profession, puisque je pense qu'il y a aussi un sujet sur le fait d'intéresser aussi les jeunes, même les jeunes bacheliers, etc., à rejoindre cette filière qui n'est pas forcément la plus attractive du monde, on ne va pas se cacher. Et puis, je pense que ça rejoint aussi ce qu'a dit Florent, parce qu'au final, si on communique bien, si les cabinets communiquent mieux, peut-être qu'ils pallieront dans un certain sens à leurs problématiques RH et peut-être qu'aussi on arrivera à attirer plus d'étudiants dans ce cursus. Parfait. Donc beaucoup d'enjeux autour de l'attractivité, les compétences, la communication, donc des thèmes que l'on va aborder dès à présent. On va commencer donc avec le premier thème sur l'évolution de l'écosystème de la profession comptable. Et Florent, je vais te laisser démarrer et nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Merci beaucoup, Aurore. Alors oui, quand on a réfléchi à ce webinaire, on s'est dit qu'on avait 4 grands sujets qui ressortaient, et que chacun de nous 4, on allait commencer à répondre à chaque question, et ensuite on allait avoir un échange sur chaque question, et on pourra évidemment répondre aux questions que vous avez posées. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les écrire, et à la fin de chacune des 4 parties, on prendra des réponses. Et donc je commence maintenant avec l'évolution de l'écosystème. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en 2022, mais c'est quelque chose qui continue à s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se passe depuis plus d'une dizaine d'années, environ maintenant, c'est où avant, vous faisiez tout dans le même logiciel, dans votre logiciel de production, et de plus en plus, maintenant, il y a des usages différents, et il y a des logiciels différents qui s'y rapportent. Alors, j'ai repris avec beaucoup de flemme une slide qu'on utilise nous-mêmes, donc Dext est en plein milieu, mais je suis désolé pour ça. L'important, c'est de se rendre compte qu'il y a différents usages. J'ai mis la pré-comptabilité, production, portail cabinet, révision, recrutement, facturation, paiement, prévisionnel trésorerie, néobanque. Il y a énormément de choses qui deviennent possibles. Et donc, ça fait plein d'opportunités pour les cabinets qui veulent se saisir de tout ça. Mais ça fait aussi une complexité folle pour comprendre qui fait quoi, qui travaille avec qui. Et c'est de pire en pire. Parce qu'encore une fois, quand on s'est lancé en 2015 en France, encore sous le nom de Receptbank, il y avait en gros 2 types de logiciels. Le logiciel qu'on utilisait côté cabinet, le logiciel qu'on utilisait côté client. Et ça devient de plus en plus complexe. Donc là, la tendance qui se passe là-dessus, c'est une multiplication des acteurs. Alors Stéphane parle de plateformisation, et je pense que le mot est très juste. Il y a beaucoup plus de choses, et plateformisation, parce qu'il faut avoir des connexions entre tous ces gens-là. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein d'acteurs, mais pour être le plus performant possible, il faut utiliser les meilleurs partout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une tendance de fond et qui s'accélère vraiment aussi, c'est les connexions entre ces acteurs qui marchent de mieux en mieux. Donc ce qu'on appelle les API, donc c'est
des supports qui permettent de s'intégrer entre logiciels sans faire des exports manuels, se développent de plus en plus, marchent de plus en plus, et tous les nouveaux acteurs qui se créent maintenant sont leur premier enjeu, c'est de s'intégrer avec les anciens acteurs. Donc c'est beaucoup de choses qui se passent, et moi mon conseil du coup sur le sujet, c'est continuer à vous renseigner sur quels sont les nouveaux acteurs qui apparaissent, comment ils peuvent s'intégrer, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et évidemment, pour utiliser 2 acteurs plutôt qu'un, il faut qu'il y ait un gros avantage à utiliser le deuxième acteur. J'ai une deuxième partie sur ce sujet-là, mais je pense qu'on peut réagir les uns les autres. Et ma question même pour vous, c'est qu'est-ce que vous voyez changer dans l'écosystème? La question pour vous trois. Ouais, si tu veux, je veux bien démarrer. Donc, tu disais en effet la plateformisation, qui est un concept en effet que moi j'utilise beaucoup dans nos animations ou nos présentations. C'est très clair qu'on est à un moment donné un peu charnière en fait, parce que on est dans une évolution où en fait aujourd'hui les outils en effet peuvent recouvrir plusieurs fonctionnalités et tout le monde fait un peu tout sans aller parfois jusqu'au bout de certaines choses. Donc très clairement, c'est vrai que c'est pas forcément évident toujours pour un cabinet de voir ça. Comme on est dans entre guillemets un séminaire tendance 2022, moi ce que je pense c'est qu'en effet cette multitude d'acteurs en fait progressivement elle va se clarifier. En fait, le pari qu'on peut faire, c'est qu'il va y avoir 2 temps. Un premier temps, et je pense que tu vas en parler après avec la facture électronique, où on va rajouter une nouvelle couche d'acteurs qui vont être les plateformes, en fait, de facture électronique. Donc pour les cabinets, ça va être une nouvelle, je dirais, une nouvelle dimension à gérer. Mais ensuite, on va avoir un deuxième temps qui va être d'une certaine manière un temps de clarification en fait des éléments. Et donc je suis assez d'accord avec toi Florent sur le fait que en fait aujourd'hui moi ce que je recommande le plus souvent aux structures c'est de dire il faut à la fois avoir une culture en fait du test en fait de l'expérimentation parce que cette culture de l'expérimentation permet de continuer à avancer et en même temps un certain recul pour savoir faire les bons choix sachant que les choix de transformation vont se faire progressivement je dirais quand le paysage technologique va se clarifier. Donc il y a cet élément-là qui est quand même très important dans l'écosystème et je pense qu'on va en reparler après avec la facture électronique en fait. Juste un mot, moi, je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à tous les cabinets qui étaient très dynamiques, très audacieux, très modernes, très branchés, ils sont déjà équipés. Ils ont 1, 2, 3, 5 outils, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est les suivants, qui eux sont moins audacieux, qui ont peut-être moins le temps, qui ont peut-être moins d'équipes capables de faire de tels choix. Et donc le problème, c'est que eux, ils sont un peu paumés dans la jungle des outils. Comme disait Stéphane, ça se chevauche, c'est-à-dire que, alors si je prends lui, ça veut dire que lui ne me sert à rien, mais si, parce qu'il y a un truc que le premier ne fait pas, mais le deuxième fait. Et en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et les cabinets, dans ces cas-là, il y en a un certain nombre qui sont comme le lapin devant les phares de la voiture, c'est-à-dire qu'ils attendent en disant « j'attends que le produit qui va bien sorte ». Mais je pense que c'est la pire des options possibles, c'est-à-dire que malheureusement, on n'a plus la possibilité, à mon sens, d'attendre aujourd'hui. Il faut s'équiper. Peut-être que le produit idéal n'existe pas encore. Il faut dans ce cas-là prendre celui qui ressemble le plus à ce qu'on cherche. Mais il faut tracer parce qu'on est en train d'hypothéquer chaque jour comment dirais-je, la rentabilité, la survie et le développement du cabinet si on ne se lance pas dans les outils très vite. Et moi, du coup, pour prendre le relais, en fait, je trouve que c'est une super nouvelle, en fait, qu'on ait autant d'acteurs qui s'intéressent à la profession, parce que ça montre qu'il y a un réel intérêt de travailler main dans la main aussi avec des experts comptables, même si on peut avoir, on va pas les citer forcément ce soir, mais on peut avoir des plateformes qui se positionnent contre l'expert comptable. Mais de ce qu'on voit là, par exemple, sur cette infographie, on a quand même beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à la profession et à travailler avec la profession, ce qui veut dire aussi potentiellement de la concurrence entre eux, mais en général, quand on sait que quand il y a de la concurrence, c'est pour le bien aussi du consommateur derrière, donc du cabinet. Donc je pense que c'est une super nouvelle de voir qu'on a différents acteurs. Pour l'instant, c'est vrai que c'est peut-être un peu flou, un peu difficile de faire le choix. Mais le fait d'avoir le choix, c'est déjà une bonne chose en soi, et ça nous permet évidemment de comparer les différents logiciels pour pouvoir choisir celui qui est le plus adéquat. Maintenant, il faut faire aussi attention à pas trop s'éparpiller, à prendre peut-être à tester. Enfin, je suis d'accord sur le fait de tester du coup les logiciels,
mais du coup, il ne faut pas en tester non plus 50 parce que le risque aussi, c'est que derrière, les collaborateurs ne suivent pas forcément le pas quand il faut apprendre à utiliser un nouveau logiciel tous les 6 mois. C'est vrai que ça peut être compliqué, et notamment au niveau des RH. Si on change tout le temps de plateforme, on va peut-être se dire en fait c'est le cabinet qui me va pas puisqu'il sait pas ce qu'il veut entre guillemets, et donc du coup je changeais de cabinet. Donc je pense qu'il y a un réel enjeu aussi au niveau des RH et de la résistance au changement que peuvent créer ces différents logiciels aussi en interne. Ouais, moi je suis totalement d'accord. Ce qu'on conseille chez Dex, c'est quand vous mettez en place Dex en l'occurrence, mais n'importe quel logiciel, il faut définir qui est la personne qui va le tester en premier, qu'on appelle référent digital. Mais cette personne-là, elle va être seule au début, au maximum de personnes. Il faut surtout pas en parler à tout le monde, et surtout pas en parler à tous les clients. Et il faut à tout prix qu'il y ait de la valeur qui soit vue en 2 semaines, 1 mois maximum. Si jamais on voit pas de valeur dans quelque chose en 2 semaines, 1 mois, a priori, c'est que ça va pas être la bonne chose. Il n'y a pas besoin de 6 mois pour se rendre compte que quelque chose va marcher ou pas marcher. Si jamais ça patine toujours au bout de 2-3 mois, tant pis. Et c'est pour ça qu'en effet, en faisant ça, on n'est pas pendant 6 mois bloqué sur un test de logiciel et on n'a pas besoin de tous les empiler. On a validé que celui-là n'était pas pour nous, au pire, si jamais on pensait que c'était pas. Je vais passer directement au deuxième sujet, la deuxième sous-partie sur le côté évolution de l'écosystème, parce qu'évidemment, il y a un sujet dont on va quand même entendre de plus en plus parler en 2022, c'est le sujet de la facture électronique. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va faire en effet plus de plateformes, en effet plus d'outils, et nous fait un nouveau flux avec la facture électronique, sachant qu'entre 2024 et 2026, il y aura une situation hybride où tout ne sera pas encore passé en facture électronique. Même après 2026, il y a encore toutes les facturettes de restaurants, tout ça, qui resteront hors de la facture électronique. Donc, on va avoir On ne devait pas parler de 2022, là tu nous parles de 24, 25, 26. Tu nous inviteras en 2023, 24, 25 et on te racontera l'année prochaine ce qui va se passer. Peut-être que tu seras invité. Si tu me cherches. Pourquoi je vous parle de 24 et 26 ? Parce que l'important en 2022, ça va être la communication sur la facture électronique. Donc l'enjeu de 2022, ça va être de continuer à communiquer sur qu'est-ce qui va se passer. Donc je vous explique, il va y avoir des petits changements, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de questions techniques et il faut surtout pas se monter la tête à se dire il faut que je fasse 1 milliard d'actions dès aujourd'hui. Alors peut-être que vous serez en désaccord avec moi, mais il y a de la complexité pour les logiciels, il y a clairement de la complexité pour le ministère de l'économie et des finances. Il y a de la complexité pour les logiciels, il faut qu'on fasse des choses et on est totalement conscient. Pour les experts comptables, il y a 2-3 choses à être au courant, mais pour vos clients, c'est d'une simplicité infinie. Si jamais ils utilisent un logiciel de facturation aujourd'hui, ils n'ont pratiquement rien à faire. Et pour la réception des factures, c'est bien plus simple que tout ce qu'ils font dès aujourd'hui. Donc en gros, il va juste falloir les rassurer sur qu'est-ce que c'est la facture électronique et qu'est-ce que ça va changer. Je vais essayer de le faire en moins d'1 minute pour vous montrer ce que vous pouvez communiquer à vos clients dès 2022. Il faut leur expliquer, et désolé pour les personnes qui m'ont déjà entendu l'expliquer, que la facture électronique, c'est 2 choses différentes. C'est un format, et 2, une méthode de transmission. Quand je vous parle du format, c'est-à-dire que les formats des factures avant, c'était du papier, soit une image JPEG, soit un PDF par exemple. Et le format de la facture électronique, c'est un format structuré ou hybride, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est lisible par l'ordinateur. Le format hybride, il est lisible par l'humain et l'ordinateur. Et ce format hybride, il est appelé FactureX. On entend souvent parler aujourd'hui de FactureX. Vous devez pouvoir expliquer à vos clients et vos collaborateurs ce que c'est FactureX. Et ce qui va être aussi important, c'est de leur expliquer que c'est pas simplement ça la facture électronique, c'est pas simplement un changement de format, c'est un changement de mode de transmission. Donc avant, une facture entre le fournisseur et le client, elle passait par la poste, elle était envoyée elle était amenée en physique, elle était envoyée par email, et pour la recevoir, dans Dex, par exemple, aujourd'hui, on utilise des connecteurs. Et une facture au format FactureX envoyée par la poste par email ou par connecteur, c'est pas une facture électronique. L'important dans la facture électronique, c'est aussi qu'il y a des tuyaux sécurisés qui vont automatiquement du logiciel du fournisseur au logiciel du client, en passant par la plateforme de l'État, en passant par la lumière publique. Mais c'est pas complexe, ça passe juste par des tuyaux sécurisés. Et donc en 2022, encore une fois pour y revenir, l'important, ça va juste d'être leur dire, vous inquiétez pas, je suis au courant de ce qui va se passer avec la facture électronique, voilà ce que c'est, je m'y connais. Au moment voulu, je vous communiquerai pour vous dire ce qui va se passer au cabinet. Et c'est extrêmement important quand même de le faire, même si c'est très simple. Parce que si jamais vous leur dites pas, vous inquiétez pas, je suis au courant, je sais, et je vais vous communiquer ce qu'il faudra faire,
ils vont aller se renseigner autre part, ils vont vous poser des questions, et si vous communiquez toujours pas, ils vont peut-être aller voir quelqu'un qui leur donnera plus de réponses. Donc mon message, c'est rassurez-les sur les factures électroniques. Et il n'y a pas de grande complexité technologique, en tout cas pas du tout pour 2022. Bah, si tu veux, Florent, moi je suis d'accord avec toi, hein, parce que évidemment, je pense que ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la facture électronique, ça va pas être un sujet technologique pour les cabinets. Et j'insiste moi vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, le sujet technologique, il est traité en fait d'une certaine manière hein, depuis 5 ou 6 ans. Et donc la vraie question, en fait, pour moi, c'est le positionnement que l'expert comptable va avoir au cœur de ce sujet de la facture électronique. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment que les gens se rendent compte, c'est qu'en fait, avant la facture électronique, il y avait 2 opérateurs. Il y avait le client qui avait les factures chez lui, et puis il y avait le client qui transmettait les factures à son cabinet comptable. Et au milieu de ça, je dirais, il y avait personne d'autre. C'est ce que j'appelle moi l'info froide ou l'info chaude. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'était traité, je dirais, c'est le client, soit c'était traité au niveau du cabinet. Et là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans ce monde entre guillemets du nouvel écosystème à base de factures électroniques, on va avoir donc des plateformes qui vont permettre d'échanger les flux de factures électroniques. Et du coup, ces plateformes-là, elles auront un rôle à la fois de transmission d'informations, mais aussi d'exploitation de l'information. Et donc, ce qui va être super, super important en 2022, c'est d'expliquer à nos clients que le partenaire historique en fait de l'entreprise, qui est l'expert comptable, hein, qui est au cœur des flux et qui a l'habitude de gérer les flux, il va être présent dans cette transformation technologique. Et ça, c'est vraiment l'élément marquant. Donc, je suis d'accord avec toi que si on doit aider les cabinets à construire un discours autour de la facture électronique, et nous, c'est ce qu'on fait, on dit régulièrement, premièrement, assumez votre présence, c'est-à-dire dire que vous allez être là, et donc montrer en effet votre compétence, votre connaissance. Donc, ça veut dire que quand on va sortir de la période fiscale 2022, il va falloir certainement commencer à organiser des webinaires, des soirées, si on peut se retrouver en commun avec les clients pour au moins montrer qu'on est là, quoi, en fait, et qu'on va suivre le sujet. Et puis après, par contre, il y a un deuxième sujet pour moi, et ça va rejoindre tout à l'heure le propos sur l'offre de service, c'est que le vrai sujet ensuite sur la facture électronique, il est quel positionnement stratégique je vais donner à mon cabinet dans ce nouveau monde et dans ce nouvel écosystème. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment 2 sujets. Et sur 2022, ça va être vraiment marquant de travailler ce thème-là, en fait. Du coup, si je peux intervenir, pour moi, comme tu l'as dit, Florent, il y a un sujet surtout sur la communication auprès des clients, mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est peut-être sous-évalué, c'est la communication aussi auprès des collaborateurs qui, eux, sont le plus souvent au quotidien en relation avec les chefs d'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi une communication à faire auprès d'eux pour bien leur faire comprendre tous les enjeux de la facture électronique. Moi, si je donne mon exemple, j'en parlais encore avec des collègues il y a quelques jours, et en fait j'ai des collègues qui me disaient oui, mais du coup une facture en PDF c'est une facture électronique, et c'est là qu'on voit que on en parle beaucoup, mais je pense qu'on va pas forcément assez dans le détail au niveau des explications, et que du coup on peut confondre un PDF avec une facture électronique, etc. Donc je pense qu'il y a aussi de la communication à faire auprès des collabs, puisque c'est souvent eux qui vont relayer ensuite l'information auprès des clients. Et tu as raison là-dessus, Julie, parce qu'en fait, moi, je passe beaucoup de temps en ce moment à faire des animations sur ce thème-là, et c'est vrai qu'on voit en fait qu'il y a vraiment entre guillemets une méconnaissance. Alors, des fois des experts et encore des experts, mais aussi des collabs, et ça véhicule parfois un peu des craintes. Hein, faut être clair. Quand on me parle entre guillemets de facture électronique et d'automatisation, je peux craindre quand même des choses. Alors qu'en fait, au contraire, hein, moi, je suis convaincu que pris sous l'angle positif, ça va être vraiment quelque chose qui va permettre de nous dégager aussi de tâches qui sont en fait finalement des tâches qui font aussi qu'on n'est pas très très attractif dans les cabinets. Donc en effet, le fait de construire un discours autour des collaborateurs est super important, et il faut mettre en effet les choses dans l'ordre, quoi. En effet, sensibiliser les collaborateurs, ensuite pouvoir en parler aux clients, et avant avoir défini sa stratégie un peu par rapport à ce sujet-là, quoi, en fait. Alors, en fait, moi je suis moyennement d'accord avec vous, parce que je pense que le fait que la facture électronique soit un PDF ou un machin Word avec un coup de tampon derrière, etc., en décembre 2021 et en janvier 2022, on s'en fout un peu complètement, quoi. En fait, le problème, c'est qu'à mon avis, on est suffisamment loin de l'échéance pour ne pas perdre notre temps à rentrer dans les détails tout de suite. Par contre, je pense que ce dont il faut qu'on parle très vite avec nos collaborateurs pour commencer, avant d'en parler aux clients, puis d'en parler à nos clients, c'est les impacts sur, effectivement, le métier des collaborateurs. Enfin, je veux dire, moi, je suis toujours
comment dirais-je, un peu stupéfait par la façon dont les collaborateurs apprennent qu'ils vont changer d'activité ou qu'ils vont falloir faire autre chose, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un cabinet qui expliquait qu'il avait pris un logiciel qui allait économiser 25% du temps de saisie. Et il n'a pas trouvé mieux que de rentrer dans la pièce où il y avait 4 personnes qui faisaient de la saisie à temps plein en disant « ça va nous permettre de gagner 25% de temps de saisie ». Et donc, ça veut dire que les 4 collaborateurs, ils se sont regardés en disant lequel ça va être, quoi. Donc, je pense que la priorité numéro 1, c'est de s'intéresser à quels seront les impacts métiers, les impacts carrière, les impacts est-ce que je vais garder mon job, est-ce que ce truc-là dont on parle tout le temps finalement va me prendre ma place ou pas. Je pense que là, il y a beaucoup de pédagogie à faire en expliquant que ça ne va pas du tout prendre la place de personne et que ce soit un PDF ou autre chose, ce n'est pas très important. L'important, c'est que cette facture électronique, ça va être un nouveau moyen de travailler avec les clients, donc ça va être aussi un nouveau moyen de travailler au cabinet, que ça ne remet pas en cause l'employabilité des collaborateurs, sauf ceux qui ne voudront pas s'y mettre, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de collaborateurs qui vont s'en sortir et des collaborateurs qui ne vont pas s'en sortir. Ils ont tous une place dans le cabinet de demain, sauf que cette place, elle va changer, elle va être modifiée parce que la facture électronique déclenchera des réactions en chaîne que sont la préparation de la TVA, que sont tout ça. Et je crois qu'il est plus important de parler des impacts à aujourd'hui et en 2022 de la facture électronique plutôt que de la logistique technologique de la facture électronique dont objectivement aujourd'hui on n'a pas grand chose à dire si ce n'est les 3 diapos de Florent et voilà. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Est-ce qu'il y a est-ce que vous vouliez réagir, Julie ou Stéphane, sur ce sujet? On passe au prochain sujet. Moi, peut-être sur ce que Stéphane avait dit, je suis totalement d'accord sur le fait que pour moi, la facture électronique, ça va vraiment permettre de renforcer l'attractivité de la profession parce qu'en tout cas, parce que moi, dans les échanges que j'ai avec que ce soit des stagiaires experts comptables ou des jeunes experts comptables, entre guillemets, on n'attend que ça. Donc je pense que c'est déjà un premier pas pour résoudre le gros chantier de l'attractivité pour les jeunes. Et on avait d'ailleurs une question qui est arrivée, mais je pense que Philippe, tu y as déjà répondu un petit peu justement sur le fait d'expliquer aux collaborateurs comment leur rôle va évoluer, parce que certains ont l'idée peut-être un petit peu toute faite de se dire que le rôle de comptable en fait va disparaître. Et donc du coup, il y a une phase d'éducation qui va devoir se faire auprès des collaborateurs pour expliquer un petit peu l'avenir de leur mission. Si tu veux là-dessus, enfin, je pense que ça va rejoindre tout à l'heure le débat sur les compétences, mais très clairement, c'est vrai que, enfin, nous, par exemple, on a modélisé dans la profession comptable depuis longtemps l'idée, en fait, que progressivement le collaborateur saisi devient un peu plus ce que j'appelle moi data controller, c'est-à-dire en gros ce qui va vraiment changer, c'est qu'on passe d'un métier d'enregistrement de transactions à un métier de contrôle de flux, quoi. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc ça veut dire que la vraie logique, c'est d'expliquer aux collaborateurs que oui, le cabinet va aider à transformer et à accompagner ses compétences. Et à ce moment-là, en effet, il y a pas de souci, quoi. Mais si tu veux que je démarre sur les nouvelles missions et les nouveaux services, je le fais avec plaisir parce que c'est le lien en fait avec la partie. C'est pour ça que je reprenais pas forcément la parole. C'était pour dire que en effet la deuxième tendance, en tout cas que nous on voulait évoquer aussi ce soir, c'est le fait qu'en 2022 il y a des nouvelles missions, des nouveaux services. Donc je sais pas si tu veux dire un mot toi Aurore là-dessus au démarrage et puis ou si tu me laisses la parole. Alors moi, j'allais plutôt faire un récap de ce qu'on a vu dans le premier thème, mais je peux te laisser enchaîner sur le deuxième thème. Vas-y. Donc, si j'ai bien compris, du coup, ce dont on vient de discuter dans le premier thème, donc l'écosystème change, ce qui est une opportunité parce qu'il y a de nouveaux acteurs. Bon, ça se complexifie aussi. Il y a des cabinets qui ont déjà passé le cap et maintenant le challenge, c'est que d'autres cabinets passent le cap. Et concernant la facture électronique, moi, ce que je retiens de vos échanges, c'est que la priorité, c'est d'en parler, que ce soit aux clients ou aux collaborateurs. Là, en 2022, il faut préparer le terrain en parlant et en préparant justement l'arrivée de cette facture électronique. Et après, on va voir comment et qu'est-ce que ça va changer. Et je te laisse, Stéphane, du coup, nous présenter le deuxième sujet.
Oui, donc en effet, en fait, pour moi, si vous voulez, en lien avec en effet les tendances 2022 qu'on vient de voir, qui sont cette question en effet d'écosystème qui change, et puis après on va voir les autres thèmes. Mais c'est vrai qu'il y a un thème, en tout cas moi qui me paraît là aussi assez prioritaire, assez important, c'est que les cabinets se repositionnent, ou en tout cas engagent une réflexion sur leur nouvelle mission et leur nouveau service. Alors je veux bien, si tu veux passer la slide, que en effet l'élément un peu majeur de cette évolution-là, c'est quand même de dire à un moment donné que par rapport du coup à un écosystème qui va bouger dans les années qui viennent. Alors dès 2022, d'une certaine manière, il commence à bouger, et il a commencé à bouger, mais surtout dans le futur, il va falloir avoir un nouveau positionnement de l'offre de service des experts comptables. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où qu'on se positionne dans le monde, partout où il y a eu des évolutions technologiques majeures, en plus quand on prend entre guillemets la manière dont on regarde ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, etc. Qu'est-ce que l'on voit? On voit en fait que du coup les attentes, les évolutions de services vont être nécessaires. Et donc là, dans cette remarque-là, moi je suis assez frappé. On a eu la chance de faire avec vous, Dext, une étude que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur les sites Profession Comptable et sur les sites de Dext sur l'évolution du métier durant l'été. Et en fait, l'étude elle montre quoi? Elle montre qu'en fait, les cabinets sont encore restés traditionnels dans leur offre de service. Et ce qui est logique, puisque la demande en fait du client, elle a peu migré. On reste très traditionnel dans notre offre de service d'accompagnement comptable, dans notre offre de service déclaratif, et ça sur une longue période, on voit que ça c'est, je dirais, un fait marquant. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, cette tendance-là, elle va progressivement s'effacer devant des cabinets qui vont être plus dynamiques et qui vont reconstruire leurs offres de services et transformer entre guillemets leur business model et transformer également leurs actions. Et là, pour tous les confrères, tous les jeunes experts comptables qui nous écoutent, c'est vrai que entre il y a 15 ans et aujourd'hui, notre environnement a changé en termes de possibilités professionnelles. Et en fait, on est à un moment donné où on peut réinventer d'une certaine manière l'offre de service du cabinet. Alors, cette réinvention de l'offre de service, elle doit passer par plusieurs choses. Elle doit passer d'abord par une action de réflexion, en fait, de stratégie de cabinet, qui est de dire, en fait, qu'est-ce que je veux être demain, c'est quoi mon ADN de cabinet, c'est quoi demain les services que je vais pouvoir proposer. Et justement, dans l'étude qu'on avait faite, nous, avec vous, Dex, en interrogeant des cabinets, en sortant aussi des cabinets innovants, on voit qu'il y a des cabinets qui prennent des positions assez incisives, sur des nouvelles offres de services. Et très clairement, quand on parle de nouvelles offres de services, si on fait le lien avec le sujet d'avant, la plateforme, par exemple, facture électronique, demain, c'est la possibilité de faire le paiement pour le compte de nos clients, c'est la possibilité de faire l'accompagnement au règlement, à l'encaissement. Donc, on va avoir quand même cette nouvelle écosystème qui va nous faciliter la réalisation de ce type de mission. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis en même temps, il y a un deuxième aspect qui, moi, me paraît important. Et là aussi, si on fait le lien avec la première partie du propos, qui était le propos de Florent sur l'écosystème qui bouge, les plateformes et les nouveaux outils, c'est qu'en fait, tout ça, ça va marcher si on a une super, je dirais, un super focus sur ce que l'on apporte comme valeur aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va vraiment compter, c'est la valeur qu'on apporte aux clients. Comme je vous l'ai dit, moi, je reviens du congrès US où là-bas, ils sont assez agités par un investissement que vient de faire Jeff Bezos de 120 millions de dollars dans une start-up qui fait de la compta. Et en fait, quand on débriefe avec les gens d'Amazon sur ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement, en fait, on veut pas faire de la compta, on veut pas faire du déclaratif fiscal, on veut juste régler le problème de notre client qui est connecté à Amazon, qui a créé une boutique en ligne et qui aujourd'hui doit faire du reporting comptable et du reporting fiscal pour l'administration. Donc en fait, on apporte une solution aux clients. Et moi, je pense que vraiment, s'il y a une tendance 2022 que devraient avoir les associés de cabinet, les patrons, et puis en mêlant également les futurs associés demain, leur management, je dirais, intermédiaire, c'est vraiment de se mettre autour de la table, alors certainement plutôt à l'été 2022 que dans la période fiscale qui va être compliquée comme tout le temps, mais de se mettre autour de la table à l'été 2022 et de se dire, OK, demain, mon cabinet, ça va être quoi dans la panoplie des offres de services que je peux faire aujourd'hui? Ça va être quoi et qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans? Et à partir de là, quelles sont les nouvelles briques de services que je vais essayer de constituer?
Et du coup, évidemment, ça fera le lien avec nos sujets tout à l'heure de compétences. Mais en tout cas, il faut à un moment donné que les cabinets fassent évoluer leur offre. C'est ça vraiment mon message sur ces... Alors, ça va pas bouger en 2022, je rassure Philippe, il pourra revenir en 2026, mais ça va pas bouger en 2022 brutalement. Mais très clairement, c'est en 2022 pour moi et en 2023 que les cabinets doivent se positionner sur la nouvelle offre de service qu'ils vont proposer pour les années suivantes pour leur structure. Et là, on va avoir, nous, du point de vue de la profession comptable, qui suivons le marché et l'évolution des acteurs, je peux vous garantir qu'il y a des acteurs qui vont vraiment transformer leur offre de service entre 2022 et 2023. Moi, du coup, je voulais rajouter que en mission, peut-être qu'ils sont rapidement actionnables dans les nouvelles missions. Je pense notamment à l'office manager externalisé ou au DAF externalisé. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, qui sont de plus en plus courantes. Donc voilà, ça peut donner un peu des pistes sur potentiellement vers où les cabinets peuvent aller. En fait, ça peut être des premières pistes de réflexion. Même si évidemment il faut s'adapter après à chaque cabinet, aux compétences et aux services qu'on veut aussi diffuser auprès des clients, mais ça peut être des premières pistes de réflexion. Alors, moi je voudrais dire effectivement que je suis d'accord avec ce que Stéphane et Julie ont dit. Et d'ailleurs, je pense qu'objectivement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui disent ça, qui n'ont pas conscience qu'il va bien falloir faire autre chose parce que la compta classique, etc., même si ça ne les arrange pas parce que rapport au fait que c'est confortable de faire ce qu'on faisait depuis 30 ans, il va falloir faire autre chose parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de cabinets et de confrères et de jeunes et de collaborateurs qui s'en rendent compte. Là où ça va être un petit peu compliqué, c'est que c'est toujours pareil, c'est comment je fais, quoi. C'est-à-dire qu'avoir des idées, c'est pas trop compliqué, mais on s'aperçoit quand on discute avec eux et quand on les accompagne, quand on les forme, quand on les croise, etc., qu'en fait, ils sont perdus. C'est-à-dire que ils ont effectivement envie de développer, mais ils savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. Ils ont envie, ils n'ont pas envie, justement, ils ont vraiment pas envie. Ils ont conscience qu'ils n'ont pas le choix, qu'il va falloir faire autre chose. Mais par contre, quelle mission choisir, comment on va s'organiser, comment on va faire, comment tout ça. Et là, il y a un vrai blocage parce que les cabinets n'ont jamais eu besoin, et je répète que je suis expert comptable, c'est pas du tout critique, les experts comptables n'ont jamais eu besoin de s'inventer, de se réinventer, de changer de métier, d'innover, etc. Et là, on voit bien que les missions traditionnelles, que ce soit en comptable, fiscal ou bien même en social, parce qu'on n'en parle pas tellement, mais la problématique des cabinets d'expertise comptable en matière de mission sociale, et dont 80% c'est de la paye, va être à peu près la même dans quelques temps que celle qu'on avait, que celle qu'on a depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans sur les missions de comptabilité fiscalité. Et donc, moi je pense que parmi les grosses difficultés, effectivement, enfin pas les grosses difficultés, mais les gros enjeux, les grands chantiers de 2022 et peut-être de 2023, je partage l'idée de Stéphane qu'il va falloir avoir les idées plus claires, mais aussi je pense qu'il va falloir aller probablement évangéliser pour expliquer que c'est tout à fait faisable, que certes, il y aura des cabinets qui vont être extrêmement innovants, qui vont nous vendre des missions nouvelles dans des domaines extrêmement pointus, extrêmement, comment dirais-je, des niches très très fines et très pointues, mais ce ne sera pas le cas de 80% ou 90% des cabinets, et que ces nouvelles missions, peut-être qu'elles font peur, peut-être qu'elles effraient, peut-être qu'on ne sait pas comment y aller, mais elles sont tout à fait accessibles à tous les cabinets, elles sont tout à fait accessibles pour un certain nombre d'entre elles, évidemment pas toutes les missions. Moi, je ne ferai jamais de la cybersécurité, j'ai du mal à allumer un ordinateur, donc ce n'est pas moi qui vais vous faire de la cybersécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe même de faire des nouvelles missions est incontournable, et ce qui est rassurant, c'est que tous les cabinets et tous les collaborateurs qui décideront de s'y mettre, je répète, qui décideront de s'y mettre et qui seront prêts à faire les efforts pour s'y mettre, y arriveront. Donc ça veut dire que c'est une question de volonté, de motivation et une décision d'action, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'y penser et s'y mettre et arrêter de chercher des missions qui sont très complexes à mettre en œuvre et pour lesquelles on n'aura jamais la compétence et se lancer plutôt que d'attendre et de réfléchir et de faire des notes et de réfléchir et d'attendre et d'y repenser. Et voilà, il faut y aller.
Et si tu me permets, Philippe, en fait, moi, je pense aussi qu'on peut dire que c'est aussi une question à un moment donné de regarder vraiment son portefeuille client et se dire là où vraiment j'ai de la détection de mission aujourd'hui. Moi, je vous donne un exemple. Florent l'a dit tout à l'heure. Il a dit la facture électronique, c'est pas un problème si votre client a un logiciel de facturation. Nous, on fait des benchmarks dans des cabinets, on voit que 67-70% des clients du cabinet n'ont pas de logiciel de facturation. La première mission qu'on peut proposer en 2023, horizon 2024, c'est tout simplement d'équiper notre client d'un logiciel de facturation et de l'accompagner dans la formation, dans l'exploitation de ce logiciel. Mais pour ça, ça demande un effort basique du cabinet, qui est de prendre vraiment son portefeuille client et de se dire sur certaines lignes de service, où est-ce qu'on va avoir, entre guillemets, de l'opportunité. Je reprends aussi le concept de Julie sur le DAF externalisé. Et en effet, quand on regarde les cabinets à l'étranger qui ont un petit peu d'avance parce que les plateformes sont arrivées là-bas un peu plus rapidement que chez nous, de facture électronique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des cabinets, en effet, qui font donc du DAF externalisé, du contrôleur financier virtuel, etc. Mais souvent, ils sont partis, par exemple, d'un constat tout bête, c'est que dans la TPE-PE, on peut avoir aujourd'hui un comptable qui va partir en retraite. On peut avoir un comptable qui va pas non plus pouvoir migrer peut-être demain facilement sur la facture électronique. Et finalement, là, il peut y avoir une offre du cabinet d'expertise comptable qui est de dire je réinternalise maintenant une partie de votre compta parce qu'on va la partager avec une plateforme. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir quand même segmenté absolument son portefeuille client. Et donc, moi, mon sentiment quand tu dis il faut qu'il passe à l'action, j'allais dire, c'est en effet connaître les basiques de votre clientèle, quoi, et pas en effet s'emballer forcément sur des missions qui peuvent être complexes, mais plutôt se dire, quand je regarde aujourd'hui mon portefeuille, là je vais avoir un besoin client, etc. Et c'est en ça que je prenais l'exemple de Bezos, qui est pas du tout de dire je vais disrupter le monde de la compta, qui est juste de dire, moi, mes clients, quand ils prennent, entre guillemets, une boutique sur Amazon, ils ont un problème derrière qui est de faire leur facture et qui est de les déclarer à l'administration, je vais leur solutionner le problème. Et donc ça, c'est vraiment un point, à mon avis, qui est hyper important pour les cabinets. Moi, j'ai commencé ma carrière de consultant il y a quelques années sur la segmentation client, et j'ai envie de dire, là, ça revient, à mon avis, d'urgence à la mode dans tous les portefeuilles de cabinets. C'est exactement ça, parce que c'est en analysant, juste une phrase, c'est en analysant le portefeuille que les missions vont venir, et c'est pas le contraire. Il ne faut pas dire, tiens, je vais faire telle mission, à qui je peux la vendre. Il faut inverser, je dirais, le processus et regarder et partager avec les clients, et c'est là qu'on va aller voir les besoins. Comme disait Stéphane, s'il y a 70% par exemple des PME, TPE qui n'ont pas de système de facturation, bien effectivement, l'une des hypothèses, c'est de leur apporter, je dirais, une assistance pour qu'ils mettent en place leur logiciel de facturation, mais c'est aussi peut-être de leur proposer carrément de les débarrasser de cette corvée qui les tanne et qui les pourrit, etc., de faire leur facturation. Et comme on va faire leur facturation, ils seront contents parce qu'on va les soulager d'une corvée qui les saoule, mais en plus, on va les aider, on va faire par exemple on va les aider aussi à faire la relance de leurs propres clients. Et donc, ça veut dire qu'on va leur apporter des services à très haute valeur ajoutée. Alors, c'est peut-être pas du très haut de gamme, comme on l'a entendu pas mal de fois, mais c'est ça qui est utile. C'est la valeur ajoutée qu'on crée, comme disait Stéphane, et c'est ça qui doit nous guider. Et effectivement, commencer à agir, ça ne veut pas dire commencer à sortir des plaquettes, commencer à faire des trucs comme ça, commencer à en parler à la terre entière. Ça veut juste dire commencer à écouter, savoir quelles seront les missions qui marcheront le mieux, c'est-à-dire celles qui seront les plus adaptées à notre clientèle. Moi, je me souviens d'un cabinet qui pouvait faire de la RSE alors qu'il n'avait que des TPE commerçants qui faisaient de la vente de fruits et légumes. Je me dis, ça va être compliqué de vendre des missions de RSE ou de comment dirais-je, de bilan de CO2, etc. à tes clients parce qu'il n'y a pas la clientèle. Et si tu arrives à lui en vendre une fois de temps en temps, tu ne pourras jamais le vendre à tout le monde. Donc, il faut repartir des clients et se lancer dans l'analyse de leurs besoins pour définir quelles seront les missions qu'on pourra leur proposer. Ouais, je vais vous rejoindre totalement en disant que malheureusement en 2021 ça n'a pas avancé et je suis bien placé pour le savoir parce que justement pour éviter que les experts comptables arrivent en disant on va gagner 25% du temps et du coup il y a une personne sur 4 qui va perdre son emploi, c'est extrêmement important pour nous de montrer, alors on en est convaincu évidemment, mais il faut qu'on montre qu'il y a un avenir et des nouvelles missions. Et du coup on avait lancé un grand projet à Dex en 2021 de trouver des cabinets qui avaient réussi à industrialiser des nouvelles missions faites par des collaborateurs, répondant aux besoins des clients, avec un prix, enfin tout bien standardisé. Et je compte vraiment sur le doigt d'une main le nombre de cabinets qui ont vraiment standardisé des nouvelles missions, c'est-à-dire où c'est pas que l'expert comptable qui le fait, c'est-à-dire où ils ont réussi à passer à l'étape des collaborateurs ont une fiche mission,
ont un prix, ont des choses qui sont aussi claires que pour la tenue ou la révision, mais sur une nouvelle mission. Et Stéphane l'a dit aussi dans l'enquête qu'on a fait, on a eu du mal à trouver des cabinets qui sont allés très loin dans la nouvelle mission. Donc totalement d'accord sur le constat. Pardon ? Pardon, vas-y. Donc totalement d'accord sur le constat et il y a le risque que ça continue en tendance en 2022. Et il y a un gros risque et ça devient un problème parce que comme dit Philippe, si jamais on n'avance pas maintenant, on va quand même se retrouver en 2024 et 2026 avec moins de travail, encore moins de travail sur la tenue et il faut avancer sur cette nouvelle mission parce que le mur approche le plus vite. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, il faut pas qu'on crée un menu directement de nouvelles missions qu'on va faire en mode on se met ensemble entre associés, on décide. Il faut analyser son portefeuille client et je vais peut-être un peu plus loin encore. Souvent quand on regarde son portefeuille client, on ne sait pas les besoins qu'ils ont. Et du coup, et là je remets ma casquette commerciale, il faut écouter le client, disait Philippe. Il faut faire des rendez-vous pendant le rendez-vous trimestriel, mensuel ou annuel, semestriel ou annuel. Vous faites ce qu'on appelle une phase de découverte. Donc vous allez juste poser des questions aux clients. Vous leur demandez comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans votre business, comment vont les choses, qu'est-ce qui un peu vous bloque. Et vous posez plein de questions. Vous posez plein de questions pour essayer de comprendre. Et très très vite, ça va vous prendre moins de 10 minutes si c'est quelqu'un qui connaît bien le client ou qui connaît bien les services du cabinet. Peut-être un peu plus de temps sinon, mais ça va vous prendre environ 10 minutes à comprendre quels sont les besoins de cette personne et là où vous pouvez mettre en adéquation vos solutions. Donc cette première phase, même, il ne faut pas que réfléchir sans parler au client, il faut vraiment aller parler au client pour comprendre ses besoins. Ça, c'est important, mais ce qui est important, c'est que ça ne reste pas juste dans votre tête et cette conversation. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes organisées. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez parlé à votre client et que vous avez compris ses besoins et comment on pourrait y répondre, il faut que vous ayez ce qu'on appelle en anglais un CRM, donc Customer Relationship Management, mais il faut que vous ayez tout simplement, même si c'est un Excel, ça marche très bien, un endroit où il y a à gauche écrit le nom du client, à droite les besoins qu'il a et encore à droite les solutions où vous pensez que vous avez peut-être quelque chose à lui offrir. Et comme ça, au fur et à mesure, dans le rendez-vous d'après, vous allez pouvoir lui reparler, lui disant je me souviens qu'il y a 3-4 mois, vous me parliez de ce besoin-là, il y a peut-être cette solution. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire vos découvertes avec vos différents clients, vous allez remplir cette base de données avec les nouvelles missions que vous sentez, vous allez pouvoir les aider. Et enfin, une fois que vous avez parlé à au moins 20-30% de vos clients et que vous comprenez un peu ce qu'ils veulent, là, vous faites votre réunion entre associés et vous décidez, c'est ça les besoins, voilà environ tout ce qu'on peut faire, on ne va pas tout faire, on va commencer par 1 ou 2 ou 3 ou 4 missions importantes. Mais il faut faire les choses dans l'ordre pour que ça avance et commencer, ça peut se faire dès janvier 2022, d'écouter plus ses clients. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Il y a une dernière réaction avant qu'on passe au sujet suivant. Il est presque lié, donc Julie, tu voulais intervenir ? Ah non, pas du tout. Je crois qu'il y avait une question dans le chat. Oui, alors je la garde juste pour la fin celle-là du coup, mais parce qu'elle sera totalement cohérente pour la fin de la session. Mais alors du coup, juste pour résumer un petit peu ce que j'ai compris là de vos échanges, c'est que la tendance, c'est indéniable, c'est qu'il y a des nouveaux rôles, il y a des nouvelles missions qui vont arriver, mais ça reste un petit peu flou. Il semblerait donc que la profession, elle ait pris conscience de ce changement, mais que le plus difficile, ça reste le passage à l'action. Mais ce passage à l'action, il est accessible à tous les cabinets. Et la clé, si je comprends bien, c'est de regarder un peu plus près le portefeuille client pour bien comprendre à la fois les besoins qu'ils ont et que l'expert comptable puisse apporter les réponses en fonction de la typologie de client qu'il a dans son portefeuille. Avec des conseils. C'est exactement ça. Et donc même les tout petits cabinets, les moins de 5, peuvent parfaitement et doivent se lancer dans ce genre d'exercice. Ça, c'est vraiment essentiel. Et je répète, il n'est pas besoin d'avoir une enquête par mail auprès de 50 clients. C'est le truc à bannir absolument. Il faut au contraire en rencontrer 3 ou 4, ceux en qui vous avez confiance, avec qui vous avez des bonnes relations, discuter avec eux et ne surtout pas leur demander la question qui aboutira à rien, c'est en gros, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Parce que, comme disait Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient de moi, ils m'auraient répondu un cheval qui court plus vite. Le client ne peut pas deviner ce que vous pouvez lui proposer. Moi, quand je fais ce genre d'exercice, je commence à dire aux clients, oubliez que je suis expert comptable, qu'est-ce qui vous pourrit la vie dans votre métier ? Vous êtes électricien, pharmacien, je ne sais pas quoi, consultant informatique, que sais-je. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce qui vous prend du temps ? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps ? Qu'est-ce qui vous énerve ? Qu'est-ce que ça ? Et là, vous avez la liste des missions. Il vous suffit d'écouter, de noter, comme dit
Florent. Il faut noter vite, parce que là, pour le coup, je peux vous dire qu'il y a tellement de choses qu'il n'a pas envie de faire, qu'il en envoie un maximum. Et là, vous avez la liste de toutes vos missions. Là, vous allez faire les entretiens de bilan, puisque vous allez finir vos bilans entre février et avril. Donc, juste après la fin des bilans entre février et avril, vous allez voir chaque client, discuter avec lui. C'est un moment privilégié. Plutôt que de lui parler pendant 1 heure de son résultat d'il y a 1 an, parlez-lui de ce qui effectivement fait sa vie de chef d'entreprise. Demandez-lui en quoi vous pourriez l'aider à gagner du confort de vie, à travailler plus intelligemment, à travailler moins, à gagner plus, etc. Et là, vous avez la liste de toutes les missions dont il a besoin. Et si vous refaites l'exercice avec 5 clients, vous allez voir qu'il y en a 3,5 ou 4 qui vous disent la même chose. Ben, c'est là l'édition dans laquelle il faut que vous alliez, vous notez. Et c'est là seulement que vous pouvez commencer à construire un petit peu une offre qui correspond à ce qu'attendent vos clients. Vous la testez sur quelques dossiers si vous pouvez. Et puis voilà, c'est parti. Et comment ça se fera? Il n'y aura pas le grand jour ou le grand soir et instantanément toutes les missions qui vont tomber. Ça va se faire petit à petit. C'est comme ça que ça marche, les petits pas. Et ça marche plutôt très bien. Super, parfait. Bon, je pense que nos auditeurs, ils ont déjà des bonnes pistes de réflexion. On va passer au 3e thème, la réorganisation des cabinets et la gestion des compétences. Et Philippe, je vais te laisser poursuivre et introduire sur ce thème, du coup. Oui, alors, en fait, tout ce qui a été dit est très intéressant, évidemment, c'est très intéressant. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas traité du tout, peut-être parce que les autres n'ont pas sciemment voulu traiter le vrai sujet de la soirée, c'est qui va faire ces missions. Parce que c'est bien gentil de trouver des clients, parce que ça, honnêtement, je vais vous dire une chose, le problème n'est pas de trouver des nouvelles missions. Ça fait peur, j'en ai bien conscience, tout le monde se bloque un petit peu, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qui va faire ces missions. Or, l'absolue évidence, c'est que c'est les collaborateurs qu'on a aujourd'hui qui vont faire les missions de demain, pour plein de raisons, parce que si les nouvelles missions compensent le chiffre d'affaires qu'on va perdre en tenue, ben, ça veut dire qu'on va devoir... comment dirais-je, ça va alléger l'agenda des collaborateurs et donc c'est ces mêmes collaborateurs qu'on va devoir occuper à faire autre chose. Si vous êtes obligé de recruter 5 personnes pour faire des nouvelles missions, ça ne va pas occuper les gens qui vont perdre l'activité. Donc en fait, il va falloir réorganiser un peu le cabinet, mais le problème c'est que pour que les collaborateurs fassent les missions, il va falloir leur libérer du temps. Or, on sait bien que les collaborateurs, ils n'ont pas le temps, ils ont trop de travail aujourd'hui, ils veulent en gagner. On sait bien que c'est très difficile de recruter les collaborateurs, et donc toute la difficulté, ça va être comment on gère. Alors, je clique, c'est ça? Voilà. Alors, l'enjeu de 2022 et les années suivantes, ça va être évidemment de récupérer du temps aux collaborateurs un peu stratégiques du cabinet, c'est-à-dire les collaborateurs qui sont capables de faire ces fameuses nouvelles missions. Et là, ça n'est pas forcément des collaborateurs surdiplômés, etc. Comme le disait fort opportunément Julie tout à l'heure, si vous faites la mission de office manager externalisé, ce que moi j'appelle assistance administrative, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très concrètement, ça peut être quelqu'un qui faisait de la saisie, de la tenue, etc., qui va faire une mission de pré-comptabilité chez un client. Finalement, elle va faire quoi? Elle va faire le tri des factures d'achat, elle va réorganiser, elle va scanner les pièces, elle va utiliser Dext ou je ne sais quoi, mais chez le client, en pré-comptabilité, ce que le client, peut-être qu'il sait le faire, mais peut-être qu'il n'a pas envie. Donc, en fait, voilà, il y a des besoins qu'on a détectés dans la partie d'avant. Maintenant, c'est qui va faire ces missions. Mais pour cela, la grande difficulté, ça va être effectivement de trouver du temps, et donc ça veut dire qu'il va falloir réorganiser les process de production pour gagner du temps. Alors concrètement, comment on gère les gens qui vont pouvoir faire ces autres missions? Eh bien, tout l'enjeu, ça va être de travailler différemment, de libérer du temps, de dégager du temps aux collaborateurs, et quand je dis collaborateurs, c'est à tout niveau, du niveau junior qui démarre jusqu'à l'associé. Et ne garder chez chacun d'eux que le travail que les gens qui sont en dessous d'eux ne savent pas faire. Alors c'est ce qu'on appelle dans les cours de management le principe de la subsidiarité. En gros, ça consiste en quoi? Si mon collègue, qui est, je dirais, d'un niveau inférieur au mien, peut faire ce que je fais, eh ben, je lui file. C'est-à-dire que si chacun fait ça, ça va être une sorte de théorie du ruissellement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais en gros, chacun va transmettre au voisin, à la personne qui bosse avec lui, une partie du travail qu'on fait pour gagner du temps et donc faire autre chose. Et là, on va enfin pouvoir libérer du temps aux gens qui ont besoin de libérer du temps. On va libérer du temps de 2 manières. La méthode quantitative, ça veut dire quoi la méthode quantitative? Ça veut dire qu'on arrête de faire un travail qui ne sert à rien.
Et dans les cabinets, on est englué par du travail qui sert à rien parce qu'on croit bien faire, on fait du zèle, on dit c'est la faute aux normes, c'est la faute aux clients, c'est la faute aux collaborateurs, c'est la faute à l'État. Non, 9 fois sur 10, c'est la faute à la direction du cabinet qui a des méthodes qui sont ancestrales. Comme on dit dans les cabinets, on a toujours fait comme ça marche, c'est bien. Alors que la priorité absolue de 2022, c'est de revoir les process, d'arrêter de peigner la girafe, d'arrêter d'enfiler les perles. Mardi, j'animais avec un grand plaisir un atelier de la transformation. Ce sont des conférences qui sont organisées par l'Ordre des experts comptables pour accompagner les cabinets dans leur transformation. Et le thème qu'on avait mardi, c'est tous les mois, le thème qu'on avait mardi, c'était comment justement gagner du temps. Et donc, on a fait c'est hyper moderne, l'Ordre des experts comptables, comme vous le savez. Et donc, on a fait des sondages en ligne auprès des gens qui nous écoutaient. Et en fait, dans les personnes qui nous ont répondu à la question « Pensez-vous que vos process soient adaptés et que vous puissiez les optimiser pour gagner du temps ?» Les réponses sont les suivantes. J'espère que vous êtes tous assis. Sur les répondants, 3% nous ont dit que leur process était adapté. C'est-à-dire que 3% considèrent qu'il n'y a plus rien à gagner, on est à l'os et que les process sont bons. Après, vous avez 38% des confrères qui ont répondu, qui ont dit qu'on pouvait alléger les process sans perdre en qualité, sans perdre en respect des normes, sans perdre en sécurité ou en satisfaction client. Et 58% ont dit qu'on pouvait beaucoup les alléger. Mais on attend quoi ? Il ne faut pas aller pleurer qu'on n'arrive pas à recruter alors qu'on pourrait parfaitement arrêter d'occuper les collaborateurs à faire des trucs qui ne servent à rien. Dans un cabinet qui peut gagner 20% de temps en organisant mieux ses process, c'est-à-dire en ayant des outils modernes de captation des données et en étant des méthodes de travail intelligentes, on peut économiser 1 ou 2 collaborateurs. C'est le collaborateur que vous cherchez depuis des mois et que vous n'arrivez pas à recruter parce qu'il n'a pas envie de venir dans un cabinet qui n'est pas organisé et qui n'est pas automatisé. Et enfin, l'approche qualitative, ça ne marche pas l'approche qualitative, mais ça a marché, voilà. Et enfin, la deuxième approche, c'est l'approche qualitative. C'est une fois qu'on a gagné du temps globalement, il faut après sectoriser et identifier le temps qu'on a gagné et le faire gagner aux gens qui vont faire d'autres missions. Et c'est comme ça qu'on va effectivement pouvoir faire les autres missions. Parce que les autres missions, on va pouvoir les faire par des gens qui auront enfin du temps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces personnes qui vont gagner du temps, qui vont faire les nouvelles missions, il faut les identifier, les fidéliser, les accompagner, les former. Les former, ça ne veut pas dire tchatcher avec eux à la salle café pour leur dire que ce serait bien qu'ils fassent des nouvelles missions. Ça veut dire les accompagner, les former, qu'on ne dise pas que ça n'existe pas. L'Ordre des experts comptables, là encore, je suis désolé, je répète, je radote, mais à monter des séminaires d'1 jour, de 3 jours, de 5 jours, pour les petits, pour les grands, pour les moyens, pour les jeunes, pour les vieux. Donc tous les séminaires existent pour former les collaborateurs et les associés. Aujourd'hui, si on ne forme pas, si on n'accompagne pas les collaborateurs, c'est qu'on n'a pas envie. Ou alors c'est qu'on considère que ce n'est pas urgent, mais ça l'est. Donc ça veut dire que la priorité 2022, quoi qu'en diront les 3 autres, c'est on se lance dans la formation des collaborateurs, on gagne du temps pour pouvoir développer autre chose, etc., etc. Voilà. Oh ben moi, je vois déjà une priorité, c'est que Philippe n'a pas de la gestion du temps. Comme ça, on aura du temps. Non, je rigole. Non, sérieusement, non, je suis d'accord avec Philippe. Parce que moi, j'ai fait des transparences, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, ce que j'aime avec Philippe, c'est que c'est vrai que c'est simple quand il explique les choses, et ça paraît simple. Et donc, du coup, on se dit, mais pourquoi on l'a pas fait, en fait? Non, mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce que dit Philippe sur la démarche, sur la méthode, et je pense qu'en effet, hein, c'est hyper important. Au démarrage, j'aurais peut-être ajouté un complément. En tout cas, moi, j'apporterais une tonalité un tout petit peu. Je pense que avant même d'aller former, etc., et d'aller finalement déléguer les tâches, parce que y a quand même un contexte qu'il faut avoir en tête. Le contexte qu'il faut avoir en tête, c'est que même dans la délégation des tâches, on peut avoir un problème aujourd'hui avec de la ressource qui dit finalement les tâches du dessus se déchargent sur moi, alors je vais aller voir ailleurs. Et ça, typiquement, c'est parfois ce qu'on croise aujourd'hui dans beaucoup de cabinets. Enfin, en tout cas, moi, je le vois au quotidien, le malaise de l'étage intermédiaire qui dit finalement je me retrouve avec les tâches du boss et finalement moi j'ai pas de ressources en dessous, ça pose quand même des difficultés. Donc avant même ça, moi j'aurais tendance à dire 100% d'accord. Avant même ça, moi j'allais dire une des priorités 2022. Et je pense que j'espère qu'on va sortir un jour de la crise sanitaire et qu'on pourra en effet retrouver les équipes et être en commun. Je pense qu'une des priorités vraiment de 2022 sur l'aspect compétences, ça va être de partager justement l'évolution du métier.
C'est-à-dire que là, ça rejoint ce que disait un peu Julie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, dès le départ, mobiliser en 2022 les gens pour dire, bah voilà, on est quand même à une période charnière, on sortira d'une crise sanitaire, je l'espère. On aura, entre guillemets, devant nous un nouveau monde d'évolution du métier de l'expertise comptable, hein, puisque les choses vont bouger. Et donc, je pense qu'il va falloir, au démarrage, partager sur le sens, en fait, collectif du travail. Et du coup, de là, dire aux équipes en 2022, bah, ce changement de sens et entre guillemets cette transformation, elle va nécessiter qu'on ait des nouvelles compétences. Et du coup, on va vous associer dans la réflexion sur ces nouvelles compétences. Moi, ce que je vois, et on l'a dit au début, hein, il y a quand même parfois pas mal entre guillemets d'inquiétude hein, sur la manière dont le métier va évoluer. Et donc, à un moment donné, bah, l'idée, c'est quand même de partager avec ces équipes et de dire voilà la ligne vers laquelle on va. Et du coup, voilà les nouvelles compétences que l'on va avoir besoin. Et ça sous-entend une chose qui est à mon sens vraiment primordiale dans l'année 2022 aussi, c'est que l'expert comptable ou le dirigeant du cabinet ou son équipe intermédiaire, mais fasse preuve de plus en plus de leadership. Et ça, le leadership, c'est quand même d'entraîner les autres à un moment donné. Et ça, s'il y a une compétence, entre guillemets, que les experts comptables 2022 vont devoir avoir pour leurs équipes, c'est d'incarner un peu plus ce côté leadership, parce que bah, c'est donner envie aux gens en fait de suivre un projet collectif et à partir de là, moi je suis pas trop inquiet sur le fait ensuite en effet qu'on puisse les former parce qu'on trouvera et elles existent les formations où elles se fabriqueront, mais vraiment la mobilisation, c'est en gros si demain je dois transformer mes compétences, c'est mais pourquoi je le ferais quoi et qu'est-ce que j'y gagne moi en tant que collaborateur quoi à transformer ces compétences. Donc je pense qu'autour de ça il y a un vrai discours à construire et là aussi je pense qu'en 2022 ça va être une vraie priorité et en plus ça sert à deux leviers hein. Ça sert pour l'attractivité puis ça va servir de garder les équipes que l'on a déjà et qui peuvent aujourd'hui se poser parfois des questions existentielles comme entre guillemets d'une manière générale la société est en train de s'en poser. Donc tout à fait d'accord pour tout ce qui est la méthodologie en fait de déploiement, mais à mon avis en perspective au départ donner du sens à l'action quoi sur la transformation des compétences. Clairement, et là juste un mot pardon, et là encore il y a plein de choses qui existent. Donc, je veux dire, on n'est pas tout seul, les cabinets, il y a plein de séminaires qui existent partout, il y a des conférences dans les congrès, il y a plein de choses. Donc, celui qui a envie, celui qui est motivé pour avancer dans ces sujets-là, il ne faut pas qu'il hésite, il va sur Internet, sur les sites de l'ordre, sur les sites des syndicats, sur les sites de plein de choses. Et on n'est pas tout seul, il y a toutes les réflexions ont déjà été faites, il y a plein de choses qui existent là-dessus, quoi. Moi, du coup, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit et ce que je voudrais ajouter, c'est que plus que de dire que en fait c'est le sujet 2022, en fait j'ai limite envie de dire que c'était le sujet d'hier et que du coup si on s'y est pas mis aujourd'hui, c'est vraiment le moment de s'y mettre parce que revoir les process et revoir l'organisation, ça prend pas un an, ça prend pas 2 ans, ça prend 3, 4, 5 ans et que si demain on se prend entre guillemets des changements majeurs tels que la facture électronique, on va pas forcément pouvoir tout gérer au même moment et que du coup tout ce qui est process, organisation, etc. c'est vraiment maintenant qu'il faut s'en préoccuper pour pouvoir passer à autre chose en fait et aux autres enjeux qui sont ceux de demain plus tard. Je pensais que tu allais dire que ça prenait pas 1 an ni 2 ans mais 3, 4, 5 semaines parce que si on a de la volonté 5 ans pour changer les process, non mais ça va pas du tout ça. Non mais en fait parce que je pense que là où tu as totalement raison Julie, c'est que c'est que le changement humain et de les gens qui vont devoir se former et changer de poste au fur et à mesure, ça prend du temps parce que des fois il va peut-être falloir recruter d'autres personnes ou des choses comme ça. Mais il faut pas croire que ça prend tant de temps que ça de décider et d'implémenter un process une fois que la décision est prise. Je pense que c'est important décision, non, mais je pense que le fait que ça soit bien ficelé et qu'on optimise entre guillemets tout, ça prend pas quelques semaines. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. C'est que la décision peut être rapide, mais après la mise en place est toujours plus compliquée, sachant qu'on sait aussi que nos années sont rythmées à chaque fois par notre période fiscale. Donc c'est vrai qu'il faut à chaque fois s'adapter aussi au calendrier qu'on a du fait des échéances, et donc forcément ça met entre guillemets du temps à se mettre en place. Faut que ça soit fait au bon moment. D'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais par exemple, typiquement, on est en décembre, il nous reste 8 jours, donc on va laisser tomber pour cette année, mais première quinzaine de janvier,
C'est pas bien compliqué de faire une réunion. Comme le disait fort justement Stéphane, on explique aux collaborateurs, on explique pourquoi il faut revoir les méthodes, les process. Il ne s'agit pas de tout réorganiser et de faire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire confier les nouvelles tâches à des nouveaux collaborateurs. On ne fait pas ça avant la saison fiscale, c'est sûr. Mais revoir les process, revoir les méthodes, supprimer la surqualité qu'on fait partout, supprimer le dérangement téléphonique permanent, répondre aux mails instantanément, tout ça, ça peut être décidé dans une réunion qui dure 2 heures. Moi, je l'ai fait 50 fois et ça marche très bien. Et vous libérez, vous gagnez 1 heure ou 2 par dossier pour la saison fiscale. Je peux vous assurer que vous vivrez beaucoup mieux votre saison fiscale sans avoir à tout réorganiser et avoir tout un chantier dans le cabinet. C'est une réunion qui a lieu la première quinzaine de janvier avec les équipes de production, avec les associés. On discute, on échange, on voit ce qu'on met en place. On définit les règles de clôture des exercices cette année. On arrête de relancer des pièces qu'on n'aura jamais. Et vous allez gagner déjà des dizaines et des dizaines d'heures par cabinet. Et rien que ça, ce sera un peu d'oxygène pour pouvoir déjà vivre une période fiscale moins douloureuse. Ouais, totalement. Aurore, je crois qu'on a reçu un témoignage que tu voulais lire et je veux bien que tu le fasses avant que j'intervienne parce que ça illustrera totalement ce que j'ai envie de dire après. Oui, absolument. Donc, c'est pas une question qui est arrivée, mais c'est un témoignage de la part de Daniel que je vais vous lire, qui indique donc j'étais collaborateur avec une appétence digitale. Aujourd'hui, je suis manager de la transformation digitale dans un cabinet de 300 personnes. Un rôle dont j'avais du mal à comprendre le concept au début, pour être transparent. Mais plusieurs semaines après ma prise de poste, je me rends compte du besoin incroyable de ce type de poste pour coordonner et organiser les projets digitaux au sein du cabinet, aussi bien pour les associés que pour accompagner les collaborateurs. Ne serait-ce pas un poste beaucoup trop sous-estimé en cabinet? Jolie question d'ouverture. Merci Aurore et merci du témoignage Daniel. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça nous montre que tout le monde n'a pas le besoin d'être formé aujourd'hui et c'est un peu comme vos clients qui sont tous différents, qui ont des envies différentes. Et ben vos collaborateurs et les personnes qui travaillent dans le cabinet sont à des niveaux différents et ont des envies différentes. Donc moi, mon conseil, ce serait de la même façon que vous segmentez votre clientèle, segmentez un peu vos employés pour vous rendre compte de qui a quel besoin à quel moment. Et moi, je verrais 4 grandes catégories. La première catégorie, du coup, je mettrais Daniel dans celle-là, c'est les collabs clés. Les gens que vous voulez surtout pas perdre. Parce qu'ils sont à un poste qui est extrêmement important pour votre transition digitale. Ils ont réussi à vous aider. Vous voyez bien qui c'est dans votre cabinet, la personne, ou les 2 ou les 3 qui sont les moteurs du changement. Et ceux-là, peut-être qu'ils ont déjà fait leur formation par eux-mêmes ou des choses comme ça. Il faut à tout prix investir sur eux parce qu'ils sont rares et parce que les autres cabinets leur tendent les bras, mais alors grands ouverts. Et du coup, il faut parler avec eux pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Quelle mission exactement? Est-ce qu'il y a une question de salaire? C'est aussi possible. Mais il faut bien les écouter et après réfléchir, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais ça vaut le coup d'investir du temps sur eux pour comprendre ce qu'ils veulent faire et a priori, savoir les accompagner à hauteur de leur talent. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les collaborateurs qui ont du potentiel. C'est-à-dire, vous sentez, quand vous parlez avec eux encore, qu'ils ont envie. Ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'apprendre, ils vous demandent est-ce qu'il y a des formations, est-ce que je peux faire autre chose, des choses comme ça. Et bien ces gens-là, il faut évidemment les pousser. Philippe disait, il y a énormément de formations avec l'ordre. Il faut investir les 2500 € pour les former. Et derrière, ça deviendra des collabs clés, des collaborateurs clés. Et donc, il faudra leur donner les bonnes missions et peut-être le salaire qui va avec. Et c'est cela, je pense, ces 2 premières catégories qui sont les plus importantes. Ensuite, il y a les collaborateurs, quand vous parlez avec eux, qui n'ont pas spécialement envie de changer. Ça arrive aussi, ça existe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que il y a encore de nombreuses tâches qui restera à faire et donc il n'y a pas besoin de se dire, oh là là, si tout le monde ne veut pas changer, il n'y a pas d'avenir dans le cabinet. Il y a un certain nombre de tâches qui vont continuer à être plutôt pour ces personnes-là, qui auront peut-être un peu moins d'évolution de carrière, mais il y a de la place vraiment pour eux. Et la quatrième catégorie, je dirais, c'est les collaborateurs qui vous freinent. Vous savez très bien, il y a peut-être, c'est pas dans tous les cabinets, mais il y a certains cabinets où il y a 1 ou 2 personnes qui freinent tout le groupe, qui empoisonnent tout le groupe parce qu'ils sont réfractaires à tout, ils n'ont pas envie. S'il y a quelqu'un qui a une bonne idée, boum, il se fait freiner par la personne qui est réfractaire. Et c'est rare, c'est plus rare, hein. Mais là, il faut aussi faire quelque chose. Il faut pas, surtout pas laisser cette situation qui peut tout faire capoter. Donc, il faut discuter, il faut expliquer, il faut raisonner sur pourquoi le changement. Et si ça marche pas, il faut faire en sorte que la personne n'empoisonne pas le reste du cabinet. Et ça, vraiment, ces 4 différentes catégories, je pense qu'elles sont importantes à avoir en tête. Où sont vos employés et où est-ce que vous voulez les amener? Voilà, pour moi, je pense qu'on pourra passer au dernier thème. Exactement. Merci Florent. Donc, je fais mon petit résumé de ce thème-là. Donc, si j'ai bien compris, la top priorité pour cette année, mais pour l'année à venir, c'est principalement de revoir les process et l'organisation dans le cabinet
dans l'objectif de faire gagner du temps aux collaborateurs. Et pour cela, donc l'expert comptable, il va falloir qu'il adopte une position de leadership et qu'il partage un petit peu plus la vision, le projet, pourquoi on fait ça, dans quel objectif, et in fine, prendre aussi le temps de réorganiser les missions entre les collaborateurs pour miser sur ceux qui veulent vraiment entre guillemets avancer et faire et développer ces missions-là, et bien équilibrer les tâches entre je vais pas dire les favorables et les non favorables, mais ceux qui sont plus enclins à le faire et les autres. Et il y a une chose que tu as oubliée, c'est qu'il faut accompagner les collaborateurs dans leur nouvelle mission. C'est-à-dire que c'est essentiel. Et là, pour le coup, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer dès 2022 pour être prêt le jour J. Exactement. Ce sera un des gros sujets de l'année prochaine, ça c'est sûr. On va attaquer avec le dernier thème. Donc, comment rendre son cabinet attractif. Et Julie, je vais te laisser la parole. Tu vas nous en dire plus à ce sujet. Oui, c'est ça. Du coup, comme on l'a évoqué dans l'introduction, aujourd'hui, un des sujets majeurs du coup pour 2022, c'est les RH, et donc ça peut être le recrutement, mais aussi conserver ses collaborateurs actuels. Et donc, c'est de ça qu'on va parler dans les slides suivantes. Je t'en mets dessus. Voilà. Voilà, j'ai changé de slide du coup. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est la semaine dernière, j'ai lancé un petit sondage sur mon profil LinkedIn pour savoir un peu quel était le premier réflexe des candidats quand ils recherchaient un emploi. Et donc, pour les 2/3, ils vont d'abord sur le site, ils vont majoritairement sur le site internet. J'ai, on va dire, 1 personne sur 5 qui demande l'avis des autres salariés et 15% qui va sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a quand même une grande majorité donc, de sites internet et si on fait un peu un état des lieux de la profession, on a en fait 2/3 des cabinets qui ont un site. Donc, entre guillemets, on va dire que on est dans la bonne... on est sur le bon chemin. Il me semble qu'il y a encore quelques années, on était à 50% des cabinets qui avaient un site, donc ça s'améliore. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, c'est vraiment la première chose que fait un candidat quand il cherche un cabinet. Il tape le nom sur Internet. S'il n'y a pas de site, évidemment que déjà, ça donne, on va dire, une mauvaise image quand on se dit est-ce qu'il existe le cabinet, qu'est-ce qui se passe dedans. Même quand on veut préparer son entretien, entre guillemets, on n'a aucune info sur le cabinet, de savoir... quelle est la taille du cabinet vraiment, comment est organisé le cabinet, est-ce que c'est en pôle, comment ça marche en fait, de pouvoir même préparer son entretien. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et outre le fait d'avoir un site internet, je sais que du coup la majorité des cabinets en ont un, je voulais attirer l'attention sur le fait d'avoir un site qui soit entre guillemets personnalisé. Moi ce que je vois souvent sur les sites internet des cabinets, c'est qu'en fait on va dire c'est un peu tous les mêmes. Alors on n'a peut-être pas forcément les mêmes couleurs, pas le même logo, mais on va dire on a même, en fait, on n'a pas forcément tout le temps même la photo des associés. On ne sait pas vraiment qui travaille dans le cabinet, quel est leur parcours, etc. Et en fait, remettre l'humain en fait au centre des préoccupations et vraiment présenter son cabinet, donc que ce soit les associés, mais également les managers, quel est leur parcours, quel est leur rôle vraiment au niveau du cabinet, même présenter peut-être des portraits de collaborateurs pour savoir quel est leur job vraiment au quotidien, qu'est-ce qui les anime dans ce cabinet-là, etc. C'est vraiment super important et c'est ce qui va faire que les candidats vont être aussi plus enclins à venir dans le cabinet, de savoir réellement comment ça se passe sur le cabinet. Et on le voit aussi du coup notamment avec les 20% de personnes qui demandent l'avis des autres salariés, donc qui sont soit actuellement dans le cabinet, soit qui l'étaient auparavant et qui l'ont quitté. C'est-à-dire qu'on veut savoir réellement comment ça se passe dans ce cabinet et pourquoi je prendrais celui-là plutôt qu'un autre. On sait que des fois il y a potentiellement des promesses qui sont faites, que ça soit dans le descriptif de l'offre ou au niveau de l'entretien, et qui au final ne sont pas forcément la réalité. Et donc on voit que en fait les candidats ils ont besoin de réel, donc que ça soit entre guillemets en vitrine sur le site internet en présentant vraiment les équipes et les personnes qui travaillent dans ce cabinet, ou que ça soit du coup en soignant les conditions de travail des collaborateurs actuels. C'est vraiment super important. Par contre,
bon, il y a 15% des personnes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la majorité. Dans l'étude, moi, que j'avais vue sur l'ordre des experts comptables, il y a 43% des cabinets qui utilisent les réseaux sociaux. Pour être honnête avec vous, je pense que c'est pas forcément le principal canal qu'il faut développer aujourd'hui. Dans les réseaux qui étaient les plus utilisés, il y avait forcément LinkedIn, Facebook et Twitter. Honnêtement, on peut largement se cantonner aujourd'hui, je pense, à LinkedIn, qui est entre guillemets la plateforme de référence au niveau pro, et pas forcément, on va dire, s'éparpiller sur une tonne de réseaux, un Instagram, je sais pas, même un TikTok ou autre. Je pense que c'est pas forcément pertinent et qu'il faut mieux mettre ses efforts sur une plateforme, et notamment sur LinkedIn, qui est la plateforme donc de référence dans le monde professionnel. Donc voilà un peu pour mes constats. Je ne sais pas est-ce que d'autres intervenants voulaient réagir par rapport à ça. Oui, moi je veux intervenir parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf sur deux choses. Et la jeunesse te fera beaucoup pardonner pour ce que tu as dit. Parce que si tu crois que les chiffres que tu donnes sont les bons, c'est que ta jeunesse t'honore. Honnêtement, entre nous, dans les yeux, même si j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien tes yeux, mais entre nous, est-ce que tu penses vraiment que tu as 45% des cabinets en France qui sont sur les réseaux sociaux? Et est-ce que tu penses vraiment qu'il y a 66% des cabinets en France qui ont un site internet? Je te rappelle qu'il y a à peu près 12-13 000 cabinets. S'il y avait 8 500 cabinets qui ont un site internet, ça se saurait. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça renforce encore plus ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est une enquête qui a été faite par le Conseil supérieur en ligne exclusivement auprès, en gros, des cabinets qui étaient sur les réseaux sociaux, inutile de dire qu'il y a un léger biais méthodologique qui fait qu'il n'y a que ceux qui avaient des sites qui ont répondu. Et évidemment, on a fait la division et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait 2 cabinets sur 3 qui avaient un site. C'est pas vrai du tout. Je partage 2000% ce que tu as dit. Il faut des sites internet. Moi, je me souviens, un cabinet qui essayait de le recruter. Il a eu des entretiens, bon an, mal an, il avait réussi à faire des entretiens, à décrocher des entretiens. Et les candidats se sont décommandés soit la veille, soit le matin. Et alors, quand on les a rappelés après en disant « Pourquoi vous avez décommandé ?», ils ont répondu « Mais attendez, ils n'ont même pas de site internet, j'ai pas envie de travailler chez Jurassic Park. » D'accord ? Donc, ça illustre extrêmement bien ce que tu dis. La seule chose, c'est que j'ai moins d'enthousiasme que toi sur le fait que les cabinets aient des sites. C'est vrai que moi, du coup, je me suis basée sur l'étude de l'ordre des experts comptables, mais tu as totalement raison sur le fait qu'il y a forcément un biais, puisque les personnes qui participent à l'étude sont aussi généralement des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, et donc, en fait, on n'aura jamais les vrais chiffres. Moi, je crois qu'il y a 2 choses qu'on peut dire sur le thème, en fait, attractivité. Alors, la première chose, c'est que si je prends une citation que j'aime bien, il y a une citation que j'aime bien qui dit « Sans imagination, l'amour n'a aucune chance ». Donc, dit autrement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nos cabinets fassent vraiment preuve d'imagination demain. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut que les cabinets comprennent, c'est qu'on a changé de monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Philippe a perdu ses lunettes, mais s'il les remet, il va voir que quand même, au fur et à mesure du temps, le monde a changé. Et c'est vrai que en fait, les attentes, je crois, aujourd'hui des générations qui vont entrer dans les cabinets, qui vont travailler, vont être complètement différentes. Et qu'en plus, derrière la crise qu'on vient de vivre, il y a des aspirations qui vont complètement redéployer les choses. Moi, j'étais tout à l'heure avec un cabinet qui m'expliquait que son manager d'équipe, qui avait 25 collaborateurs à manager, avait décidé de s'installer en Charente-Maritime, et qui disait à partir de maintenant, je vais gérer mes équipes à distance. Et donc, le patron du cabinet, qui, pour rejoindre le discours que disait Florent tout à l'heure, considère que son collaborateur est quand même une pièce maîtresse et importante, il n'a pas le choix, il faut qu'il s'adapte, quoi, en gros, parce que soit son collaborateur s'en va, soit il doit s'adapter. Donc moi, ma remarque principale, c'est que dans l'année 2022, c'est une année où en effet, il faut que les cabinets se posent la question de l'imagination pour justement attirer les collaborateurs dans leur structure. Mais j'élargirais même le sujet. C'est vraiment une question prioritaire de la profession, quoi. Comment est-ce que je vais construire un discours pour faire que, de manière simple, en termes d'imagination, on donne une image un peu différente de notre profession. Parce que les attentes, à mon avis, des étudiants et des jeunes qui vont rejoindre les cabinets ont changé. Et donc, il faut bouger l'image. À partir de là,
bah, c'est vrai que, à mon avis, ce dont il faut pas forcément tomber, c'est dans la course à l'échalote de l'idée, je dirais, la plus disruptive qui va me poser le plus de problèmes sur l'avenir. On commence à voir, par exemple, des cabinets qui font des bonus d'accueil pour leurs collaborateurs. Bon, c'est très bien. Je veux dire, ça attire sûrement des collaborateurs. N'empêche que ça va déstabiliser les pyramides aussi de rémunération dans les cabinets. Ça va poser pas mal de difficultés. Donc, d'une certaine manière, je pense que ce qui va être quand même très intéressant pour un cabinet, pour construire son attractivité, c'est de faire un état des lieux. Où est-ce qu'il en est, en fait, dans son attractivité? Est-ce qu'il constate, en fait, qu'il a des vrais problèmes d'attractivité? Et à partir de cet état des lieux, c'est finalement de bâtir là aussi une stratégie d'attractivité. Et pour moi, la stratégie d'attractivité, elle repose sur 3 choses. La première chose, c'est la confiance, en fait, que je peux avoir dans la personne qui va me recruter, dans le projet aussi de l'entreprise. Donc ça demande quand même que les managers de cabinet, les dirigeants, aient une vision de leur cabinet. Et on rejoint un peu mon sujet de leadership tout à l'heure, quoi. La confiance par rapport à ça. Et la deuxième chose aussi, c'est d'être honnête par rapport à la démarche. Parce que ce qu'on voit aussi parfois, c'est qu'il y a des cabinets qui peuvent être dans la promesse et qui finalement délivrent quelque chose de complètement différent en termes de promesse. Donc l'honnêteté, elle va être hyper importante. Et moi, je crois que les gens qui seront capables de communiquer sur la vision, sur l'honnêteté, bah, ils vont inspirer confiance et matériellement, ils entraîneront avec eux en fait des collaborateurs qui viendront. Alors bon, ça c'est, je dirais évidemment mon message clé. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, je dis l'attractivité, c'est aussi certainement aller chercher et s'ouvrir à des profils complètement différents dans nos cabinets. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les besoins vont changer, les mutations de collaborateurs vont changer, et donc les métiers vont changer. Donc finalement, il faut oser mettre un peu de profils différents dans nos cabinets, et puis ça va susciter aussi peut-être l'intérêt d'autres profils. Voilà un peu moi mon message, en imaginant que de toute manière, ça va quand même continuer à être un élément clé de la structuration des cabinets, ce sujet d'attractivité. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire tout au début, on aura toujours besoin de collaborateurs, mais pas forcément besoin de comptables. Et donc si on prend tout ça en compte, si on prend la facture électronique en compte, ça veut dire, alors peut-être pas à 100%, peut-être que c'est exagéré, mais en effet, il faut peut-être aller recruter des gens et sur les offres d'emploi qui n'est pas forcément écrit comptable, mais qu'on cherche quelqu'un qui a fait autre chose avant, ou quelqu'un qui va pouvoir faire un peu plus de commercial ou de relations clients ou des choses comme ça, que forcément le même profil qu'il y a 10 ans. Moi, je suis totalement en phase avec Julie. Le LinkedIn, évidemment, les candidats vont pas forcément arriver sur LinkedIn, mais ils vont forcément vérifier s'il y a un site internet ou un LinkedIn pendant les entretiens. Donc c'est important d'être quand même visible et qu'ils ne se disent pas, en effet, c'est Jurassic Park, ils sont nulle part. Et je dirais aussi, il y a des entreprises qui sont créées dans les dernières années. En particulier, il y a Lamaconta et Appicab qui sont des plateformes pour poser vos offres d'emploi et que, alors Julie, tu me diras si c'est utilisé par les étudiants ou les experts comptables stagiaires, mais à mon avis, être présent là-dessus, au moins sur la version gratuite, c'est une bonne idée. Et poser des questions aux gens qui travaillent à Lamaconta et Appicab permet d'avancer dans sa stratégie de recrutement. Et il y a un aspect, si tu veux... Pardon, je vous interromps. Excusez-moi, je vais juste laisser peut-être Julie terminer sur tout son sujet et ensuite on pourra reprendre les interactions. Comme le temps tourne, on a encore des petits sujets à traiter. Julie, je te laisse reprendre la main et ensuite on reprend les échanges sur LinkedIn, etc. Ouais, je vais juste répondre par rapport aux plateformes. Je pense que de toute façon aujourd'hui, étant donné la problématique qu'on a dans les relations humaines, il ne faut pas se cantonner à un seul canal d'acquisition. Donc en fait, plus on les multiplie, mieux c'est, puisqu'on augmente forcément nos chances de recruter des personnes derrière. Et si je rebondis un peu tout à l'heure, quand on parlait des nouvelles missions, des nouveaux services, on disait qu'il fallait écouter son client en fait pour savoir quelles étaient vraiment ses attentes. Et là, en fait, on retrouve un peu la même idée dans le sens où si on veut recruter des personnes et conserver des collabs, il faut aussi savoir ce que eux attendent. Et c'est ce que j'ai voulu montrer là de par cette étude ACE, donc que vous pouvez retrouver sur internet en tapant étude ACE audit expertise comptable. Enfin, vous allez retrouver très facilement. Quand je l'ai parcouru, en fait, j'ai été assez ébahie de voir que les raisons de départ des collaborateurs, selon les collaborateurs, n'étaient pas du tout les mêmes que celles que pensaient les dirigeants. Si on regarde, alors c'est vrai que c'est un peu flou. La première raison du départ de collaborateurs, c'est le mauvais management.
quand on voit que de l'autre côté, si on se place du côté dirigeant, donc à droite, pour eux, la première raison, c'est la rémunération et le management arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive en 8e position. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une divergence entre ce que pensent les collaborateurs et ce que pensent les dirigeants. Les dirigeants se disent oui, s'il part, c'est pour un meilleur salaire X ou Y. En fait, c'est souvent, si on regarde sur la gauche, le mauvais management. Bon, on a aussi forcément en deuxième la politique de rémunération, mais on a aussi l'ambiance. Moi, de ce que j'ai pas fait 50 cabinets vu mon âge, mais de ce que je constate en tout cas, c'est que, entre guillemets, les collabs souvent sont prêts à avoir un salaire moins élevé, mais à avoir une bonne ambiance de travail, à avoir un bon management. Et donc, c'est plus, en fait, c'est un peu le fil conducteur qu'on a depuis le début du webinaire. C'est plus l'humain, en fait. Si on a un bon manager, si on a des bons experts comptables au-dessus de nous, si on a une bonne ambiance au travail et qu'on est content d'aller au travail tous les matins, entre guillemets, on est prêt à accepter une rémunération qui est moins élevée, même si je pense qu'il y a un réel sujet sur les rémunérations. Mais en tout cas, c'est pas vraiment ce qui intéresse. Bon, Julie, t'es pas en train de sortir ta carte du syndicat, là hein? Il faut bien défendre les intérêts des collaborateurs aussi. C'est ma position pour le moment. Tu as raison. Quand tu seras expert comptable, tu verras, ta position changera. Très certainement. Donc du coup voilà, en fait c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a des divergences entre ce que pensent les collabs et donc les raisons pour lesquelles ils iraient dans votre cabinet et ce que pensent les dirigeants. Donc les 3 principaux points de divergence qui sont ceux que j'ai notés, c'est la qualité du management, comme on l'a dit, rejoindre un service en comptable en entreprise qui arrive du coup en numéro 2 côté dirigeant. On pense que les collaborateurs partent pour aller en entreprise. Et en fait, dans l'étude que j'ai vue, alors j'ai plus le chiffre en tête, je crois que 2/3 des collabs en fait partent pour un autre cabinet. Donc en fait, c'est pas le fait d'être en cabinet d'expertise comptable qui pose problème, mais en général, c'est ce cabinet-là dans lequel ils sont et donc l'ambiance aussi qui est souvent sous-estimée par les dirigeants. Et donc, si on passe à la slide suivante, quelques pistes pour améliorer le bien-être des collaborateurs. Pourquoi je mets ça en évidence? C'est parce que, comme on l'a vu aussi dans ma toute première slide, en fait, il y a une personne sur 5 qui va se renseigner sur les conditions de travail du collaborateur qui est actuellement au cabinet ou celui qui est parti. Donc, en fait, pour attirer, entre guillemets, les nouveaux, il faut aussi prendre soin des actuels déjà parce que du coup, s'ils partent pas, on a moins besoin de recruter. Mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Donc, par exemple, une piste d'amélioration, je sais que les heures supplémentaires, c'est un gros sujet dans la profession. C'est la mise en place de l'annualisation qui va permettre en fait de faire, bien sûr, des heures supplémentaires pendant la période fiscale parce que c'est la plus grosse période de l'année, mais du coup, de récupérer ces heures dans des périodes plus creuses, donc notamment en été. Mettre en place un accord d'intéressement ou de participation. Le télétravail, maintenant, qui est un gros sujet qui a forcément été... qui s'est démocratisé grâce au Covid, mais qui au final va rester. Et maintenant, ça va plus être entre guillemets un bonus qu'on a en plus de tout le reste. En fait, ça va être inclus dans le package. On va se retrouver maintenant avec des collaborateurs qui vont arriver à l'entretien, qui vont dire moi, je veux 1, je veux 2, je veux 3 jours de télétravail par semaine. Et entre guillemets, c'est non négociable parce que ma qualité de vie derrière, elle est largement améliorée et je suis plus prêt à renier sur ça. Et aussi, ce que je pensais qu'il était important de mettre en avant, c'est la participation des collaborateurs du coup aux décisions du cabinet. Parce que comme on l'a vu dans les précédents sondages, la qualité du management, c'est vraiment en fait la première raison qui fait que un collaborateur aujourd'hui part. Et donc je pense que c'est vraiment super important d'intégrer en fait les collaborateurs aux décisions du cabinet sans forcément que ce soit eux qui décident, ils n'ont pas forcément un droit de veto, mais au moins de recueillir leur avis sur les décisions qui vont concerner en fait tout le cabinet, parce que je pense que ce qu'on voit aussi pas mal aujourd'hui, c'est des dirigeants qui prennent des décisions et qui arrivent voir les collabs en disant à partir de maintenant ça sera comme ça. Sauf que, en fait, si le collaborateur n'est pas d'accord, entre guillemets, il est censé juste appliquer sans remettre en question les choses. Et du coup, ça crée aussi la frustration côté collaborateur de ne pas avancer aussi main dans la main avec le cabinet. Hop.
Et du coup, dernière slide, pour dynamiser sa politique de recrutement. Donc c'est vrai que il me semble que j'ai pas noté les plateformes telles que Lamaconta ou Appicap qu'on a cité tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi un autre point. Moi, ce que j'ai noté principalement, c'est participer à des forums écoles, donc parce qu'on sait aujourd'hui que la volonté des jeunes, c'est pas forcément de partir après leur apprentissage, c'est même souvent de se former dans un cabinet et d'y rester. Donc en fait, aller recruter des jeunes au moment de leur apprentissage, c'est aussi un gage de les garder par la suite et donc d'avoir moins de problèmes de recrutement. On peut lancer des campagnes de communication recrutement, donc notamment par exemple sur LinkedIn en communiquant sur le fait qu'on recherche des gens ou en mettant un onglet sur le site en disant voilà, nous recrutons, etc., pour mettre en avant ces éléments-là. Éventuellement sponsoriser des événements. Moi, je sais que ce que je vois pas mal aussi, c'est au niveau de la remise de diplômes, etc., des cabinets qui viennent en fait rencontrer les jeunes diplômés pour se présenter, donc potentiellement recruter derrière. Organiser des journées portes ouvertes au sein des cabinets pour pouvoir venir découvrir quels sont les locaux, comment ça se passe, quelle est l'organisation à l'intérieur du cabinet et mettre en place une politique de cooptation. Alors ça, j'étais un peu surprise de voir qu'il y avait seulement un tiers des cabinets qui le mettaient en place, mais voilà, c'est des pistes en fait qui peuvent vous aider à court terme à favoriser le recrutement des collabs. Super, merci beaucoup Julie. On arrive presque au bout du webinaire, mais Stéphane, Philippe, une réaction sur ce que Julie vient de dire? Moi, ma réaction, c'est de dire aussi, c'est bien d'attirer, c'est bien de recruter, mais il faut travailler aussi l'accueil en fait. Alors, je sais qu'il y a des structures aujourd'hui qui sont fanats de ce qu'on appelle les welcomers, mais en fait, du coup, des gens qui vont accompagner aussi, d'ailleurs que ce soit le collaborateur ou que ce soit le client. Il y a des structures qui mettent ça vraiment en place et c'est très bien. C'est-à-dire, en gros, comment je vais favoriser les 100 premiers jours de mon collaborateur pour qu'il s'intègre et comment je vais favoriser les 100 premiers jours également de mon client pour qu'il s'intègre bien dans ma démarche. Parce que ce qu'on sait, en fait, aujourd'hui, et là aussi, Philippe, je pense, peut apporter son témoignage, c'est que moi, de l'exercice professionnel que j'ai, en fait, la réalité, c'est que c'est un peu comme la politique, hein, les 100 premiers jours sont hyper importants dans la structure. Et donc, en fonction de la manière dont les gens vont s'intégrer dans la structure, ça va être vraiment un élément qui va être important. Donc dépenser de l'énergie entre guillemets pour attirer, que ce soit le client ou que ce soit le collaborateur, parce que dans les deux cas il faut les draguer, hein, il va falloir les draguer de plus en plus, mais en même temps, comme je vous le disais, tenir la promesse et finalement concrétiser quoi. Je suis d'accord, faut surtout pas survendre et faire croire que c'est idyllique et merveilleux. Et j'insiste aussi sur quelque chose qu'a dit Julie fort justement, le télétravail par exemple et la façon de s'organiser, de partager la vie privée et pro est de plus en plus importante. Donc même si c'est pas dans notre culture, dans nos habitudes, dans notre façon de faire historique du cabinet, ça passe maintenant par... c'est un passage obligé et c'est au moins aussi important que la REM, que plein de choses. Donc il faut y penser, il faut revoir les habitudes et puis... sortir des méthodes qu'on a toujours eues et s'adapter à ce que veulent finalement nos clients que sont les collaborateurs, quoi. Alors du coup, on a une question qui vient d'arriver à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration des salariés au capital de la structure et donc du coup à la réflexion stratégique du cabinet? Question par Gaël. Moi, ma réaction, c'est de dire, faut pas se tromper. L'exercice professionnel dans des structures de petite taille, il va sortir de plus en plus quand même à la transformation de l'écosystème. Hein. Nous, à la profession comptable, on fait des classements depuis 30 ans. On voit qu'il y a une concentration qui est en marche, hein, et qui continue de se développer. Donc, d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut surtout pas penser que un homme ou une femme seule vont pouvoir, je dirais, conduire des projets de transformation majeurs. Donc, ça veut dire que il faut associer les personnes clés d'une certaine manière dans la réflexion. Alors les associer dans la réflexion, ça peut être les associer dans la réflexion ou les associer capitalistiquement. Ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des pays aujourd'hui, je dirais, où le marché de l'expertise comptable est peut-être parfois plus dynamique que le nôtre, ou en tout cas soumis à plus de pression concurrentielle, on voit arriver deux choses. D'abord, de plus en plus, entre guillemets, d'associations et donc de leadership au sens des collaborateurs et puis aussi des personnes clés.
Et puis, il faut pas se leurrer non plus, on voit aussi arriver de plus en plus d'acteurs financiers dans le modèle des cabinets. Donc, d'une certaine manière, l'équation de demain, alors c'est pas l'équation de 2022, c'est peut-être l'équation de 2030, mais ça sera certainement une équation dans laquelle on aura 3 tiers, quoi. On aura un tiers, entre guillemets, qui sera un tiers de leadership incarné, un tiers de collaborateurs qui sont associés au capital de la plupart de certaines structures, et puis pour certaines structures de taille un peu importante, aussi un tiers d'actionnariat capitalistique externe. Donc, si je suis un plus petit cabinet, d'une certaine manière, c'est vrai que associer mes collaborateurs dans la réflexion et en tout cas les intéresser aux résultats de la structure, c'est une bonne idée aussi pour se les fidéliser, quoi. Alors, je partage assez. Je dirais que dans les petits cabinets, déjà, avant de commencer à intégrer des collaborateurs, parce que intégrer capitalistiquement, c'est pas juste filer des actions, ça veut dire qu'il faut aussi les intégrer dans les décisions, etc. Donc, je pense qu'il y a peu de cabinets qui soient tout à fait prêts aujourd'hui à faire ce genre de choses. Je pense que déjà, dans un premier temps, il est incontournable de mettre en place des contrats d'intéressement pour faire au moins un partage d'efficacité, de performance. Et je dirais, c'est une forme d'association qui n'est pas capitalistique, mais qui permet aussi aux collaborateurs de comprendre qu'on leur restitue une partie de la performance qu'ils ont dégagée et qu'on les associe aux résultats, quoi. C'est déjà un premier pas, je trouve. Et d'une manière générale, si tu me permets de compléter, c'est aussi l'idée, ça fait le lien peut-être avec tout à l'heure la question des compétences, c'est d'utiliser entre guillemets les entretiens professionnels pour faire 2 choses, quoi, les entretiens d'évaluation. À la fois fixer des objectifs, parce qu'on voit que demain, la transformation du cabinet, ça va être des projets, de la conduite de projet, hein, et donc il faut des objectifs pour que la conduite de projet se déroule. Et en même temps, par rapport à cette conduite d'objectifs, du coup, de l'intéressement au résultat qui est mené sur l'objectif. Et là, la chance qu'on a peut-être, c'est que, en effet, voilà, je vais être un peu provoque, mais historiquement, l'expert comptable, il aimait pas forcément partager la part du gâteau parce que c'était un peu sa part du gâteau, et puis il était entre guillemets souvent pris par des contraintes qui étaient, il avait acheté son cabinet, sa clientèle, etc. Et là, on voit qu'on va avoir demain du potentiel certainement d'élargissement de nos offres de services. C'est peut-être le bon moment justement de réfléchir aussi dans la construction de ces offres de services à quel peut être le partage de la valeur, et du coup de s'appuyer sur les personnes clés pour driver cette mutation dans l'offre de service avec un intéressement, avec de la prime, avec de l'objectif, en fait. Clairement. Parfait. Du coup, si je résume un petit peu ce qu'on s'est dit sur ce 4e thème de l'attractivité des cabinets, donc si je comprends bien, la priorité, c'est de développer la visibilité, notamment en ligne pour les cabinets, afin que les collaborateurs et futurs recrues, du coup, trouvent le cabinet facilement. Ne pas hésiter donc à développer son imagination, sa créativité, pour aller au-delà et se différencier de ses confrères. Et Julie a partagé à la fin quelques idées sur comment faciliter le recrutement. Mais surtout, le bien-être des collaborateurs doit rester une priorité pour l'expert comptable, et ça passe aussi donc par bien les accueillir, que ce soit donc du recrutement jusqu'au fait de les garder dans le cabinet, recentrer un petit peu ses priorités sur le bien-être des collaborateurs. Si j'ai dit des bêtises, vous m'interrompez bien sûr. J'avais une question qu'on a gardée pour la fin. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser puisqu'on va bientôt clôturer ce webinaire. Il y avait une question qui était relative, je crois, au premier sujet, un peu plus sur la facture électronique. Une personne qui, en termes de plateforme, a pour connaissance principalement jefacture.com. Est-ce que vous auriez des recommandations de plateforme pour cette personne ? Là, si tu veux, moi je veux bien prendre la parole parce que ça fait partie aussi de nos sujets de veille assez précis là-dessus. Moi je crois que, alors aujourd'hui il existe en effet une plateforme qui est portée par un projet, je dirais par ECMA, qui est donc une structure proche de l'ordre des experts comptables évidemment, et sur jefacture.com. Et moi ma réaction par rapport à ça, c'est de dire il y a 2 choses. Le cahier des charges des plateformes de facture électronique, il est sorti le 29 septembre. Et donc, les opérateurs de plateformes électroniques sont en train en ce moment de regarder ceux qui veulent faire des plateformes électroniques. Nous, on estime qu'il va y avoir peut-être entre 10 et 50 plateformes à l'automne 2022, en fait, qui seront sur le marché. Alors, 10, c'est s'il y a peu d'opérateurs qui veulent remplir le cahier des charges, et puis 50, c'est s'il y en a plusieurs qui s'y mettent. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, la priorité pour moi, en tout cas en 2022, elle n'est pas de choisir la plateforme. En fait, les benchmarks. Pour être clair, on donne rendez-vous, nous, à nos lecteurs, profession comptable, sites, pour voir des benchmarks de plateformes à l'automne 2022 et l'hiver 2023, puisque c'est à peu près à ce moment-là que les plateformes qui rempliront le cahier des charges seront disponibles et seront réellement, je dirais, testables, et qu'on pourra faire des vrais benchmarks. Et donc, il y aura des acteurs, il y aura des opérateurs. Par contre, il faudra se poser la question, en fait, en regardant ces opérateurs-là, de notre intérêt par rapport à notre métier,
d'aller chez l'un ou chez l'autre. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des opérateurs qui vont être des opérateurs financiers, il y aura des opérateurs qui seront des opérateurs divers, et donc ça sera une vraie réflexion. Donc aujourd'hui, sur le marché des plateformes, il y a déjà, par exemple, Epithet, qui est une plateforme de facture électronique. Il y a déjà des plateformes qui existent. Il y a 3-4 plateformes qui sont déjà constituées et qui font déjà finalement le travail de plateforme facture électronique. Mais ce qui sera vraiment important, ça sera de regarder ce benchmark-là et de le resituer par rapport justement à ma stratégie, quoi, en fait, de cabinet. Qu'est-ce que je veux faire justement et quel type d'offre de service je veux donner. Donc, pour répondre à la question de l'auditeur. Des plateformes aujourd'hui, il y en a 3-4 qui sont sur le terrain. Moi, ce que je conseille vraiment aux gens, déjà, c'est souvent d'essayer jefacture.com pour déjà se rendre compte de ce que ça fait en termes de plateforme et du rôle que ça va avoir. Et puis après, de là, de construire en effet la réflexion sur 2022 de déjà mon offre de service pour imaginer la chose. On a tendance parfois dans la profession, et puis c'est ma conclusion, à prendre en fait l'outil en se disant c'est l'outil qui va me régler mon problème. Donc en se disant je vais prendre tel outil, puis voilà, je vais régler mon problème. En réalité, l'outil va être un moyen pour nous, et l'outil plateforme, ça sera un moyen au service d'une stratégie, quoi. Donc d'où l'importance, à mon avis, de focaliser sur 2022, sur ma stratégie, plutôt que sur l'outil, surtout que les outils sont pas prêts, pour être très clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui répond réellement au cahier des charges de l'administration, et il n'y en a pas une qui répond réellement à ce que va être le monde de l'écosystème des plateformes dans les 18 mois qui viennent. En fait. Totalement d'accord. Pour moi, c'est un non-sens de choisir quelque chose en 2022, parce que il n'y a pas de besoin avant le 1er juillet 2024, et donc il faudra s'y mettre vers la fin de l'année 2023, quand toutes les plateformes qui seront prêtes en juillet 2024, elles devront être prêtes pour fin 2023, quand vous pourrez faire un choix éclairé sur qui est bon à ce moment-là. Si vous vous engluez de quelque chose en 2022 et vous vous rendez compte fin 2023 qu'en fait c'était pas la bonne chose, ou qu'en fait vous êtes allé sur quelque chose qui n'avait pas de sens, vous avez perdu un temps fou, et en fait ce sera sûrement une excuse pour pas avoir avancé sur les autres sujets. Donc moi, mon conseil, c'est surtout ne choisissez pas une plateforme en 2022. Je suis bien d'accord. Vas-y, Philippe. Impeccable. Bon, on arrive au bout de ce webinaire. Peut-être juste pour conclure, chacun d'entre vous, est-ce que vous auriez un dernier conseil à partager au cabinet qui nous écoute? Moi, le conseil... Vas-y, Philippe. Non, mais c'est pas un conseil, en fait, c'est une petite conclusion constat. En fait, je pense que 2022, ça va pas être une année avec beaucoup d'événements. Enfin, je parle de la vie professionnelle. Il y aura, c'est pas une année où il y a des gros chantiers, des gros dossiers qui vont aboutir. Par contre, je pense vraiment que c'est une année de préparation et sur lequel il faut vraiment prendre de l'avance pour préparer les chantiers qui seront très longs et qui aboutiront 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et donc, ça veut dire qu'il faut pas perdre l'année 2022. C'est une année importante et il faut lancer plein de choses, pas 50 choses, parce que sinon, il n'y a rien qui avancera, mais il faut commencer déjà à faire la to-do list, le plan d'action, la feuille de route, vous appelez ça comme vous voulez, et puis commencer à mettre des petites croix au fur et à mesure pour que ça avance, quoi. Mais il n'y aura pas d'échéance importante en 2022 pour moi. Ouais, moi, si vous voulez, 2022, je pense que ça va être une année, en fait, et c'est un peu le message, je pense qu'il faut que chacun ait, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, ça doit être une année de ressourcement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est quand même fatigué. Quand on regarde les équipes, les collaborateurs, les entrepreneurs, l'écosystème, entre guillemets, tout le monde vient de vivre 2 ans qui sont compliqués. Donc, une année de ressourcement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en effet, une année où on prend du temps pour réfléchir, en effet, à prendre un nouvel élan, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important que dans les structures, en fait, on laisse ce moment-là pour le faire, en fait. Très bien. Florent, Julie? Moi, si on revient un peu au sujet qui était celui qui était celui qui était charnière pour 2022, donc c'était tout ce qui était RH, c'est en profiter sur 2022 pour repenser un peu tout ce qui est les valeurs du cabinet et tout ce qui est du coup les conditions de travail des salariés, comme on l'a dit, qui sont vraiment des facteurs déterminants dans le choix des cabinets aujourd'hui. Donc ne pas hésiter à du coup attaquer des réflexions sur ce sujet-là cette année. Et pour conclure, je dirais qu'il faut voir grand mais commencer petit. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets très excitants dans le cabinet qui peuvent se passer dans les prochaines années, mais il faut surtout pas que ça empêche de commencer une petite tâche à la fois, une toute petite tâche, et une fois qu'elle sera faite, ça nous approche de la prochaine.
Parfait. Et bien, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier tous les cas. Donc merci Julie, Philippe, Stéphane, Florent pour toutes vos interventions, vos conseils et vos éclairages. On espère pour tous nos auditeurs que ça vous a plu et que vous arrivez un petit peu maintenant à décerner les tendances pour l'année prochaine. Dans tous les cas, l'année prochaine, il y aura sûrement des webinaires un peu plus complets sur chaque thématique pour vraiment creuser les sujets. Vous serez bien sûr au courant. Et s'il vous reste des questions, eh ben, je pense que vous pouvez tout à fait contacter les intervenants sur LinkedIn pour une petite question et qui se feront un plaisir de vous répondre. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous aussi au passage. Et on va se retrouver donc en 2022 pour de nouveaux webinaires ensemble et une nouvelle digitalisation et accompagnement de la profession. Merci beaucoup à tous. Bonnes vacances. Merci.